La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Mouad, je suis ravi de t'avoir pour cet épisode avec OVNI. Bon, je sais pas si tu as pu un peu voir le format avec OVNI. On n'a pas vraiment commencé encore le format First Employee. C'était une réflexion qu'on avait avec Arnaud à la suite des podcasts qu'on faisait, parce que ce qu'on remarquait, c'était que tu avais beaucoup de podcasts et même de retours d'expérience sur des employés qui sortaient de Scale Up qui ont marché. Et donc, des boîtes comme DataIQ, Algolia, Miracle. Ouais. Et donc, ils racontent leur parcours, mais on n'a pas vraiment de retour d'expérience de premiers employés qui sont dedans actuellement et qui sont en train d'être dans une startup qui recherche un product market fit. Donc, c'est ton cas. On est en plein dedans. Et donc voilà, je suis ravi de faire cet épisode avec toi. Merci. Il y a de plus en plus de personnes en France qui sont intéressées par ton expérience, ton métier, ouais, de premier employé de startup. Et donc, l'idée, c'est de comprendre l'état d'esprit de ceux qui les rejoignent. Ceux qui rejoignent ces startups, et de voir un petit peu les hauts et les bas de ce type d'aventure pour donner des clés à ceux qui veulent suivre un petit peu cette lignée. Okay. Si tu veux, nous deux on se connaît bien. Ouais. On sort d'un barbecue dans les rues de Paris. Pas très loin, c'était très sympa. Inédit, qui était très cool. Et c'est là où tu m'as parlé de cette idée d'ailleurs. Ouais, c'est là entre deux merguez, on a pu organiser ce podcast. Ouais, nous ça fait maintenant plus d'un an qu'on se connaît. Ouais. Peut-être pour ceux qui savent pas qui t'es, juste deux mots sur qui tu es, ta startup et un petit peu le rôle que tu as dans cette startup. Ouais, merci beaucoup. Déjà un grand merci pour cet accueil. On est bien lotis dans un super setup, c'est assez impressionnant. Je suis assez déçu de pas avoir eu mon t-shirt OVNI. Ah. T'auras une casquette après, t'inquiète. J'aurai une casquette. Ah, super. En plus, j'ai un gros besoin de casquette en ce moment. Il commence à faire chaud, j'ai des cheveux assez longs. Non, mais en tout cas, merci. Effectivement, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Par exemple, ce matin, j'étais en visio avec deux stagiaires en VC qui s'intéressent à ce sujet-là, parce que suite à mon post LinkedIn, quand j'ai annoncé que je rejoins Vasco en tant que premier employé, j'en reparlerai, j'ai reçu pas mal de messages, et je le fais toujours avec plaisir. Et donc maintenant, ça sera un super moment de concentrer toute ma connaissance et tous mes insights lors de ce moment-là, et de le partager à ceux qui me contactent, et rentrer plus dans le détail s'ils veulent faire un call. Donc là, je suis parfaitement au fait de l'interrogation qui existe, ouais, dans les jeunes qui vont rejoindre des futures startups et qui sont de plus en plus ambitieux, et ça, c'est très cool à voir. Sachant que ça arrive vraiment, j'ai l'impression, n'importe quel type de startup qui a un peu d'exposition, des beaux founders, etc. Dès qu'il y a un premier employé qui rejoint cette startup, ce que je remarque, c'est qu'ils sont un petit peu harcelés sur LinkedIn. T'es pas le seul, en fait. Tu vois, j'ai discuté avec les gens qui ont monté Early Builders. C'est ce qu'ils me disent aussi. Ils sont, toutes les semaines, ils prennent des appels parce qu'ils veulent un peu transmettre aussi. Je trouve qu'il y a vraiment une effervescence autour de First Employee, de start-up au tout début, quoi. Complètement, ouais, complètement. Et donc, d'où encore plus, c'est une raison de plus d'organiser ce type de podcast. Donc peut-être, Mouad Hamdoun, ouais. La startup que tu as rejoint, c'est Vasco, qu'est-ce que vous faites ? Vasco, on attaque un problème de taille, qui est qu'en France aujourd'hui, il existe 5 millions de passoires thermiques. Donc c'est que 5 millions de biens qui sont classés GF. Donc quand tu chauffes ta maison l'hiver, tu chauffes pour ton voisin, pour le pigeon qui passe à côté. Et quand l'été il fait chaud, dans ton appart ou dans ta maison il fait très chaud. Donc on parle vraiment de passoires thermiques. Et aujourd'hui il y a une vraie volonté publique, européenne, etc. De rénover ces passoires thermiques. Et malheureusement, tant qu'on n'a pas répondu à un gros problème qui est le financement de ces projets pour les particuliers, on n'arrivera pas. En fait, on n'arrivera pas à rénover ces 5 millions de passoires thermiques et à aider ces 12 millions de personnes en France qui sont en situation de précarité énergétique. Et c'est de ce problème-là qu'est né Vasco, par 3 cofondateurs, Sébastien, Mathieu et Hervé, qui se sont rencontrés à Bordeaux après avoir monté des boîtes, travaillé dans la banque, dans le conseil, dans des startups, dans des scale-up, etc. On y reviendra, mais il y a un vrai product market fit, founder market fit.
Sur Vasco, enfin, je pense que ça a joué dans ta décision de les rejoindre, quoi. Hyper important. On en parlera, mais décision d'équipe, effectivement, c'est 80% de la grille de lecture, 20% le reste, selon moi. Et ouais, donc ils ont une forte complémentarité. Hervé a bossé dans l'énergie, a monté une boîte qu'il a revendue à un gros acteur de la rénovation énergétique. Sébastien a monté une boîte, il a bossé sur des sujets opération, customer success dans des cross startup. Et Mathieu, il a l'expertise finance, effectivement, qui apporte beaucoup parce qu'on est sur un sujet de financement. Et du coup, nous, notre offre pour les particuliers, c'est de dire, vous n'êtes pas capable de faire un prêt ou vous n'avez pas d'épargne, donc vous n'êtes pas capable aujourd'hui de passer à l'acte et de faire une rénovation qu'on appelle d'ampleur. Donc c'est des projets qui coûtent en moyenne 45 000 euros. Ça, c'est le montant moyen des demandes d'investissement venant de nos prospects. Et nous, on finance ces 45 000 euros contre une quote-part du bien. Donc on va financer la rénovation énergétique d'un particulier contre une part du bien. Et ça se structure autour d'un sorte de pacte d'associés comme une entreprise, mais dans le cas d'un particulier, ça se fait chez le notaire et pas chez un VC ou chez des lawyers, autour d'une convention d'indivision. Donc c'est aujourd'hui le modèle qu'on a construit, et cet argent-là, on va la chercher auprès d'investisseurs qui veulent fructifier leur épargne dans un produit, dans un actif qui est green, dans le sens où on finance des passoires thermiques, on finance des gens qui sont en vraie précarité, qui n'ont pas les moyens, et on apporte un rendement assez intéressant à ces particuliers qui veulent investir, et nous, cet argent, on la déploie pour financer des projets. Parce que si je résume, quand tu prends une part de la maison, enfin d'equity dans la maison, au début tu la prends quand il n'y a pas encore eu de rénovation, et quand tu as la rénovation qui est mise en place, forcément le bien prend de la valeur, et donc les investisseurs du côté de Vasco ils sont satisfaits, quoi. Exactement. Donc ça, on parle plus spécifiquement de valeur verte. Donc ça a été étudié par les notaires de France. Il y a une vraie valeur, la valorisation du bien augmente réellement post-travaux, et du coup nous on mise vraiment sur ça. Contrairement à une banque qui mise sur la personne, nous on vise sur le logement. On va financer la réno énergétique, on va financer une réno énergétique qui aura un vrai impact sur le confort, sur la facture d'électricité, sur les émissions de CO2, et forcément post-travaux, day one, on a déjà un bump de la valorisation du bien, et après on est engagé 10 ans, enfin le client s'engage 10 ans avec Vasco, et nous on essaie d'avoir un moment de liquidité au moment durant ces 10 années. Hyper intéressant. Et donc toi, chez Vasco, tu les as rejoints en premier emploi. Est-ce que tu as une fiche de poste, preneur d'avoir ton rôle, et après on partira sur des questions un petit peu plus personnelles sur toi. Ouais, carrément. Mon rôle chez Vasco, j'ai rejoint effectivement Vasco comme premier employé, donc tout premier employé, le 8 avril plus précisément, donc c'est assez chaud. J'ai rencontré Hervé en juin dernier, quand j'étais chez Xange. Je faisais ma dernière année de master en alternance en tant qu'analyste en venture capital, donc un fonds qui fonctionne à peu près de la même manière que OVNI. Et c'est là où j'ai rencontré Hervé, et aujourd'hui j'ai rejoint Vasco, et chez Vasco mon rôle il est essentiellement aux côtés de Hervé, donc Hervé qui gère les sujets marketing, partenariat, business, etc. Et j'ai deux planètes en fait dans mon rôle de premier employé. Mon titre de poste c'est business operation, je l'ai choisi comme ça, mais ça aurait pu être founder associate, ça aurait pu être chief of staff. Globalement ça veut dire à peu près la même chose. Moi j'ai choisi business operation parce que j'aimais bien ce terme. Donc je m'occupe de deux gros sujets. La partie business, la partie interne. Dans la partie business, je m'occupe des partenariats. Donc trouver des partenariats stratégiques pour que des prescripteurs partagent notre produit auprès de leurs clients. Donc ça peut être des artisans, ça peut être des banques, ça peut être des agences immobilières, ça peut être des courtiers, ça peut être tout un tas d'acteurs qui vont parler de notre produit et nous partager ce lead-là. Donc gros sujet de partenariat. Ensuite, mon rôle, il est autour du marketing. Et le marketing, c'est de faire en sorte qu'on a une belle marque, qu'on soit visible sur les différents canaux, qu'on mette en place des stratégies de growth, qu'on soit présent dans les événements stratégiques, et j'en passe. Donc ça, c'est sur la partie vraiment business. C'est très synthétique, mais voilà mon rôle sur la partie business. Et ensuite, un autre tiers de mon temps est dédié sur des sujets internes sur lesquels je suis en front, c'est tous les sujets HR, donc recrutement,
happiness management, gestion des ressources humaines au sens général, la paix, etc. Je m'occupe aussi des sujets stratégiques, new business, donc réfléchir à vers où on va aller, vers quel nouveaux produits on peut se lancer. Et je m'occupe aussi beaucoup des sujets de communication en interne, donc faire en sorte qu'on échange de manière efficiente, qu'il y ait des process en interne, qu'il y ait des rituels, du management, etc. Donc c'est vraiment ces deux planètes-là qui font mon quotidien aujourd'hui chez Vasco. Ça fait beaucoup. Et du coup, je m'attendais forcément à cette réponse. Effectivement. Sachant que je pense que, limite, tu dois être sur plein d'autres sujets. Là, tu dis que t'assistes Hervé, mais je suppose que quand il y a les autres founders qui viennent te voir, bah, tu les aides aussi, quoi. En tant que first employee. Effectivement, mon manager direct, c'est Hervé, et il en faut un quand même. C'est quand même plus structuré quand tu bosses vraiment avec une personne énormément, mais sinon, l'équipe fondatrice, ils sont 3, et je bosse avec les 3 parce qu'il y a énormément de sujets transverses. Par exemple, sur le marketing, je vais autant faire des actions marketing pour trouver des clients que pour trouver des investisseurs qui vont mettre de l'argent dans notre foncière. Pour les partenariats, les partenariats sont vraiment rien si je bosse pas avec Sébastien qui lui gère la partie client pour le partage des leads. Donc je bosse vraiment avec les 3 fondateurs, mais comme tu disais tout à l'heure, il y a effectivement une forte complémentarité entre Hervé, Sébastien et Mathieu, ce qui fait que quand même les sujets sont bien répartis, et du coup ça c'est cool pour s'y retrouver. Et pour ta remarque sur le fait que effectivement j'ai des semaines. C'est pas une remarque, c'est juste un constat, tu vois. C'est un constat. Et franchement, je savais que j'allais manger des sujets transverses, faire du transverse, mais je m'attendais pas à autant, parce que c'est vrai qu'il faut que je jongle entre beaucoup de lignes métiers, quoi. Et en fait, ça le gros challenge, et ça sera le même pour les gens qui nous écoutent et qui seront demain des first employees, c'est la priorisation, quoi. C'est que je me fais pinguer dans tous les sens sur plein de sujets, j'ai plein d'idées, il y a plein de projets à mettre en place, on a des intuitions, il faut tester, il y a des priorités, etc. Et en fait, je passe quand même pas mal de temps sur ma to-do pour me dire, en fait, aujourd'hui, demain, après-demain, dans un mois, dans 2 mois, vers quel chantier on doit avancer, et qu'est-ce que je mets dans le backlog et je regarderai plus tard, et qu'est-ce que je mets en P3, c'est-à-dire en priorité 3. Et là, par contre, il faut vraiment que j'exécute. Et c'est une super formation, mais c'est vrai que parfois tu te dis, ce serait quand même sympa de faire pendant une semaine que des partenariats, histoire de bosser vraiment. Mais blagues à part, non, c'est important, c'est une skill que je commence à construire, mais j'ai encore beaucoup à apprendre sur justement la priorisation et faire en sorte de bien jongler entre tous ces sujets. Mais c'est clairement ce qui fait le côté excitant de ce rôle chez Vasco, et ça vient aussi du fait que j'ai une confiance très forte des fondateurs sur ma capacité à prendre ses responsabilités et à délivrer, quoi. Ok. Ouais, on en parlera après un peu de la relation que tu builds avec les founders dans ce type de. On est rentré vraiment directement dans le sujet en profondeur. Si t'es chaud, on peut peut-être un peu faire un backlog sur ton passé. Ouais. En général, ce que j'aime bien faire, c'est commencer la discussion. Bon là, ça fait 10 minutes qu'on est dessus, mais commencer la discussion par le moment où t'étais adolescent. Ouais. Donc plutôt, tu vois, ambiance lycée. Donc de quel milieu tu viens, l'environnement dans lequel tu as grandi, tu vois, quelles questions tu te posais à ce moment-là, et comment tu te projetais sur la suite. Donc peut-être vraiment repartir sur le mois de 16-17 ans, qu'est-ce qui se disait, tu vois, genre pour un petit peu ensuite partir sur l'évolution jusque ton premier poste chez Vasco aujourd'hui. Trop bien, écoute, c'est pas tous les jours on prend du recul sur son adolescence. Ouais, je sais même pas si t'as fait le travail toi-même. Mais non, en vrai, c'est super cool comme question, et je vois à peu près comment y répondre. Ok. Écoute, moi je viens de Corrèze, plus précisément à Brive-la-Gaillarde. Donc c'est une petite ville d'une 60 000 habitants sur l'agglomération, connue pour le rugby, Patrick Sébastien, le clafoutis aussi. Et le judo, tu sais qu'ils sont vraiment bons au judo. Ah ouais, t'as des amis. Petite anecdote. Vas-y, dis-moi. J'ai mon petit frère qui est ceinture noire de judo, et peut-être qu'il doit connaître des gens que tu dois connaître. Et il a arrêté. Et dis-moi, ouais. Bah t'avais pas mal de gens du pôle France de Bordeaux qui venaient de cette ville, qui étaient super forts, mais du coup, moi je suis de banlieue parisienne à la base. Ouais. Je connaissais pas du tout Brive-la-Gaillarde.
Et le judo l'a mis sur la map. Et du coup, je me suis toujours dit, ok, je pense que ça doit quand même être une ville assez grande parce que t'as un vivier de talent monstre, en tout cas en judo. Après, on parlait de rugby et tout. En fait, 60 000 habitants, c'est pas non plus une énorme ville, tu vois. Donc, ouais, c'est très petit. C'est très petit, hein, tu vois, dans le centre-ville. Parce qu'à Brive, on dit centre-ville, on dit. Tu vas dans le centre-ville, tu croises 3 fois les mêmes personnes quand tu te balades l'après-midi, quoi. Non, c'est assez petit. Et sur le judo, oui, effectivement, ils ont un super club et des bénévoles qui font un énorme taf. Et mon frère a joué dans ce club, doit connaître sûrement les gens à qui tu fais référence. Mais on ne joue pas au judo, au combat. Il a arrêté de combat. Voilà. Bah, tu vois, celle-ci, effectivement, il me l'a fait très souvent. Okay, désolé, t'as raison. Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde. Dans quel environnement? C'est quoi ton milieu social? Bien sûr. Et voilà. Bien sûr. Bah écoute, moi je viens d'un milieu ouvrier. Mon père, il est pisciniste. Il a un CAP carrosserie qui lui a servi à rien parce qu'il a pas du tout fait de carrosserie dans sa carrière. Donc il a enchaîné les jobs au début et ça fait là depuis une vingtaine, voire peut-être 25 ans qu'il travaille dans la même entreprise, qui installe des piscines et lui il gère en particulier la finition, tout ce qui est liner, margelle, etc. Okay. Et dans cette société, je pense qu'il est pas prêt d'y partir. Et j'ai ma mère elle est mère au foyer. Donc moi, mon milieu familial, c'est 2 parents qui sont issus de l'immigration, qui sont marocains. Moi je le suis également, j'ai la binationalité que j'ai eu quand j'étais majeur, par don de sang, enfin pas don de sang, par droit de sang, pardon. Droit de sang, ouais. Je dis n'importe quoi. Donc ouais, famille marocaine, de parents issus d'un milieu ouvrier, beaucoup d'oncles et de tantes qui ont aussi ces mêmes trajectoires, une mère au foyer et un père qui travaille dans le monde ouvrier. Donc très peu de membres de ma famille, voire zéro, bossent dans le tertiaire, dans des fonctions cadres, etc. On fait des études. Donc moi, mes parents, c'était clair, c'était tu fais tout, mais tu fais au moins un bac tu fais tout ce que tu veux, dans la vie, mais tu fais des études, et avant de faire des études, il faut que tu fasses un bac général. Ça, c'était vraiment la priorité de ma mère. Je pense qu'il voulait combler, genre, ok. Très stratégique, ma mère. Non, du peu de connaissances qu'elle a, parce que je suis né quand même dans un milieu où j'ai pas eu de bibliothèque, il y a peu d'informations. Au-delà d'aller faire ses études à Limoges, à Toulouse ou à Brive, de faire un BTS, etc. Enfin bref, il y a pas énormément de je suis pas né avec pas le capital social. J'ai très peu de capital social, très peu d'informations, et l'information c'est quand même clé. Mais c'est pas grave parce que je vais le combler très vite et je vais te raconter. Et donc non, vraiment dans un milieu où les études c'est pas du tout écrit dans le marbre que tu vas les avoir. Moi par exemple, ça me fait rire de dire ça, mais j'ai un double CP, donc j'aime bien dire que c'est un faux départ, et que même Usain Bolt fait des faux départs en Coupe du Monde, en championnat du monde. Et non, mais en tout cas j'avais quand même toujours ce côté-là. Parlons du primaire, collège, avant de parler du lycée. Même de manière générale, je savais que ça allait le faire. Je savais que même s'il y avait des difficultés, que mes copains, ils avaient accès à des choses que moi j'avais pas accès, pour autant, ils sont encore moins bien dotés que des collégiens et des élèves en primaire à Paris, tu vois. Ouais. Donc j'étais vraiment très bas par rapport au niveau parisien, mais je sais pas, je me disais que ça allait faire. J'avais quand même des grosses difficultés scolaires, j'écoutais pas grand chose, j'étais assez dans mes pensées, je bossais pas, jusqu'au lycée ou... Non, ça c'était plutôt collège, primaire. Okay. Collège, je commençais un petit peu à monter en puissance, mais encore, quoique j'étais un peu... Collège, c'était les années marrantes où je m'en sortais en travaillant un petit peu, et le lycée, c'est là où j'ai commencé à vraiment j'ai commencé à comprendre les enjeux. J'ai 3 frères et sœurs, deux grandes sœurs, un petit frère, qui eux ont tous fait des études. Et voilà, donc ma mère me dit, mes parents me disent, tu fais tout, mais tu fais des études. T'étais l'aîné du coup ? Non, je suis le 3e. Ah, t'es le 3e, ok. Ouais, 3e. Donc tu fais tout ce que tu veux, mais au lycée tu fais un bac général. Et du coup toute ma famille, on a fait des bacs ES, quoi. Et toute ma famille, tous mes frères et sœurs. Et en fait, donc vous avez un peu cassé la routine en fait dans la famille, genre toi et tes frères et sœurs sur les études. Oui, c'est ok. Oui. C'est c'est les parents qui poussaient pour ça aussi, quoi. Exactement. Ouais, okay. Ouais. On a été, ma sœur, c'est ma grande sœur, l'aînée, c'est la première à avoir eu le bac dans ma famille. Okay. On est quand même une famille très nombreuse, mais avec une génération qui commence à arriver, tu vois. Ouais. Donc c'était la première de la génération. Donc tu te disais, en fait, les autres, ça va suivre, tu vois. Et ouais, et du coup. Et c'était quoi
Donc ok, à partir du collège, tu commences à capter que c'est important. Ouais. C'était quoi un petit peu ton déclic et qu'est-ce qui t'intéressait à l'époque vraiment? Est-ce que tu avais des passions? C'était quoi ton truc quand t'étais Alors niveau sport, c'est le sport que j'ai fait le plus durant 7 ans et que j'adore et que je vais absolument reprendre, et j'en parlais en plus hier soir avec des collègues de bureau, c'est le VTT. J'ai fait beaucoup de VTT. Le VTT, ça allie pas mal de choses. C'est à la fois un sport individuel et un sport collectif parce que tu pars en rando. C'est physique, c'est très fun parce que quand tu fais des super descentes avec ton vélo et que tu t'amuses vraiment bien. T'étais en club ou en club, ouais. En club, okay. Ouais. T'apprends à utiliser une carte et à te débrouiller au milieu de nulle part avec une carte et 2-3 cerveaux. Et t'apprends la résilience parce que t'as des jours où il fait un temps pourri, t'as des jours où il fait froid et tellement que t'as froid, t'as mal aux doigts, t'as des jours où t'es au milieu d'une côte et tu vois pas la fin et il fait un cagnard pas possible. Enfin, tu vois, t'as un peu tous les cas de figure. Hein. Donc franchement, super sport que j'ai adoré. Et bon, problème, c'est que c'est un sport qui coûte cher dans le sens où c'est beaucoup d'entretien. J'ai un track record de dérailleurs cassés assez élevé et de journées chez le réparateur assez longues pour attendre que mon vélo soit à jour pour la compétition ou machin. Et non, j'ai adoré ce sport. Franchement, c'était très cool. C'était des super années et j'ai arrêté en seconde parce qu'en fait, il y avait une génération qui était un peu partie. Ils commençaient à partir à faire leurs études, etc. Et la génération d'en dessous était quand même très jeune et moi, je me suis dit, bon, bah, j'arrête, c'est pas. C'était période. Je vais pas passer mon temps avec des gens qui sont au collège. Ok, c'était période collège. Non, moi, en fait, quand j'ai arrêté en seconde, au moment où j'étais en seconde, il y avait vraiment une grosse transition en termes de génération dans le club, ce qui fait que il y avait beaucoup de très jeunes et beaucoup de très vieux, disons. Et les très vieux partaient faire leurs études, c'est-à-dire très vieux égale terminale. Ouais. Voilà. Et bon, j'ai arrêté, et c'est très bien d'arrêter. Ça m'a fait prendre conscience que c'est quand même un super sport. Et voilà. Et ensuite, en fait, moi, je suis tombé dans la marmite très tôt sur la partie entrepreneuriat startup et je pense c'était une chance et assez par hasard parce que comme tu peux le deviner, je viens absolument pas d'un monde d'entrepreneurs. Après ton père, il a une société de Non. Ah, c'est pas lui. Ouais. OK. Mon père, c'est le genre de personne qui dit je devrais me mettre à mon compte mais je le fais pas. Ah, OK, tu vois, OK. parce que il a conscience de la stabilité, il est un peu risque averse et c'est normal parce que quand tu gères un foyer de 4 enfants avec un tout petit salaire, mais vraiment un tout petit salaire, bon bah tu fais pas d'écart et tu prends ce qu'il y a à apprendre et tu vas pas jouer l'entrepreneur qui va mettre peut-être au péril sa famille parce qu'il faut pas oublier que c'est très risqué même quand on monte une PME. Donc non. Okay. Vraiment pas entrepreneur. Et pas d'ADN entrepreneurial dans la famille, genre même oncle ou. Non, si un peu plus tard, 2-3 salons de coiffure d'un oncle, mais sinon non, vraiment pas. Okay. Donc c'est arrivé comment? Donc ouais, ça c'est assez ouf. C'est que en 3e, en fait, je découvre que mon père, mes parents recevaient énormément de catalogues promotionnels dans la boîte aux lettres. C'est moi qui allais les chercher et je les passais à mon père. Mon père les lisait, ou ma mère les lisait en 2 secondes chrono. Tu sais, il feuille ta. Okay. Et une fois que c'est lu au bout de 5 secondes, poubelle. Ouais. Et là, je me dis, mais c'est quand même. Pourquoi et en fait, je me rends compte que j'ai un petit déclic. Je me dis, ce serait cool de dématérialiser ça. De faire des catalogues promotionnels en format PDF sur une librairie, sur un site internet. Comme ça, quand ma mère ira à Carrefour, placement de produit, elle aura juste à aller sur son téléphone parce qu'il y avait quand même déjà le move, enfin l'abondance des smartphones qui commençait à arriver et je me dis et des tablettes aussi. Je me dis bah en fait autant l'avoir 2012 genre ou un peu plus tard. 3e, c'était en 2013 2012 ouais, okay. Voilà, 2013 2012. Okay. Et je me dis ça, et je me dis, ok, j'ai une idée, maintenant, il va falloir créer ça. Et en fait, déjà, juste d'avoir cette idée, de comprendre qu'il y a un problème et qu'il y a une potentielle solution, ça vient d'une chose, c'est que je passais énormément de temps à regarder des reportages. Tous les reportages Capital, je pense que je les ai tous regardés. Tous les reportages possibles et imaginables en lien avec le monde de l'entreprise, je les regardais. Et c'est là où j'ai commencé à être curieux. Et au moment où je me retrouve avec cette idée, je me dis, bah, une idée, c'est une solution, c'est une entreprise, tu vois. Je me dis, allez, on va réfléchir à ça. Et là, j'y réfléchis, je fais des maquettes au CDI,
je fais des protos, hein, tu vois, je prends des feuilles blanches que je vais piquer au CDI, et je fais des protos du site, à quoi il va ressembler. Et je me dis, alors je sais pas faire de site internet, ce qui est d'ailleurs très débile parce que quand même on est en 2012 et ne pas savoir faire de site internet, faut quand même être très fort. Sachant que les sites internet, ouais, mais c'était pas si simple hein, à l'époque. T'avais pas de, enfin, WordPress. Je pense que c'était vraiment pas si simple. Oui, mais c'était 2013. Enfin, je pense pas que t'avais des produits de no-code vraiment. Je suis pas sûr. Faudrait peut-être regarder, mais c'est une question existentielle. Je me dis, mais comment c'est possible que dans toutes les requêtes sur YouTube que j'ai fait, où je dis comment créer un site internet, j'ai rien trouvé de clé en main qui m'explique comment faire. Alors que je trouve que c'était il y a pas si longtemps que ça, quoi. Donc soit j'étais vraiment débile et j'ai pas réussi à trouver la bonne source au bon moment. Non, moi je pense que les tutos c'est arrivé vraiment plus tard. J'ai un souvenir, et en plus j'ai un souvenir précis d'un tuto. Le mec en fait, il parlait de ça mais il parlait de ça. Il parlait de ça mais il ne répondait pas tout à fait à ma question. Je sais plus ce qu'il expliquait, mais j'ai un vague souvenir. Et en fait, son thème c'était je crée un site internet pour une marque de thé. Okay. Et en fait, je dis bah super, montre-moi comment tu fais. Moi, je l'appliquerai dans mon cas. Et en fait, il parlait de trucs et j'ai regardé la vidéo qui durait quand même 2 heures en entier. Je me suis dit, ça va arriver. Il va répondre à mon problème, non. Et moi, je me dis, bon bah c'est simple. Je vais faire des protos et je vais aller voir une agence. J'ai tapé sur internet agence site internet Brive-la-Gaillarde et je tombe sur une agence. J'appelle l'agence et elle me dit ok viens on fait un rendez-vous et je fais le rendez-vous et elle était mais franchement le rendez-vous je pense que c'était un meeting elle m'a vraiment pris au sérieux quoi et ça me choque parce que je devais être mais d'un débile pas possible tu vois. Je devais lui dire n'importe quoi, je comprenais rien, je lui dis écoute j'ai ça, j'ai des protos, regarde ça va ressembler à ça, c'est super, c'est une super idée et elle me dit ok bah écoutez monsieur Hamdoun je vais vous faire un devis. Mais vous, je pense que vous devriez d'abord vous renseigner sur comment créer une entreprise. Et pour ça, il faut aller voir la CCI. Tu connais la CCI ? Ouais. Tu sais, c'est les chambres de commerce et d'industrie. Je me dis, ok, next step, super, merci. Et je vais voir la CCI. Et la CCI, je fais des ateliers. Et en fait, je me retrouve faire des ateliers avec des gens qui veulent en fait créer des PME, c'est-à-dire des boulangers, celui qui veut créer une imprimerie, etc. Et t'as un banquier qui passe et qui dit bah passez par le Crédit Agricole pour créer votre entreprise. T'as un mec qui passe machin. Il te file une mallette avec plein de prospectus de trucs à lire pour comment créer une entreprise. En gros, il t'explique comment créer une entreprise. Il t'explique pas comment créer un business, tu vois. Ouais, et en gros, tout ce qu'ils font aujourd'hui, t'as des boîtes qui le font sur un logiciel, voilà. Et en fait, c'était ça leur approche. Et sauf que moi, ce qu'il me fallait, c'était créer un business. Donc très frustré. Et en fait, donc j'ai ce projet. Je me rends compte que ça va être compliqué. Je reçois le devis de 15 000 balles. Je me dis, là, c'est la réalité qui au moins c'est défini. Je me dis bon bah c'est très compliqué et j'ai un entretien à la CCI. Le mec me dit mais attends mais moi il faut que t'ailles. Il y a un BTS informatique à Brive, il faut que t'ailles les voir. Une next step. Et là j'ai pas réussi à créer de point de contact. Je pense que je me suis un peu baladé sur Facebook et j'ai pas trouvé. Mais t'avais quand même, enfin voilà, en troisième t'étais. Ouais. Tu t'es plongé dans un projet entrepreneurial. Seul tout, hein, vraiment. Seul okay. tout, ouais. Seul tout. Ce qui était aussi débile. Sans le modèle, sans. Ouais, en fait, tu savais même pas ce que c'était qu'une boîte tech, déjà à l'époque. Là, à ce moment-là, je savais pas ce que c'était tout à fait une start-up. Quoique, j'ai peut-être dû voir un reportage Capital qui parlait de ça. Je savais pas tout à fait ce que c'était une start-up. Et c'est à ce moment-là où je passe en seconde. Et en seconde, il y a un challenge entreprise. Un challenge entreprise dans mon lycée. Et je le fais pas. Je m'étais dit en fait non, je vais pas faire un challenge d'entreprise. Moi, tout ce qu'ils vont apprendre, je l'ai déjà appris l'an dernier dans tous les meetings à la CCI que j'ai fait, tu vois. Okay. J'avais un petit peu d'ego, je me sais pas pourquoi. Alors que j'aurais dû le faire, c'était débile. Et en fait, à ce moment-là, en fait, petit à petit, je continue à être curieux, je continue à me renseigner et plus tu te renseignes sur l'entrepreneuriat, plus tu tombes sur des vidéos de The Family. Tu vois. Ok. Et donc c'est tu là. fais partie de la génération. Ouais, de ouf. The Family, ouais. Okay. Ouais, franchement incroyable. Des vidéos il y a 4 jours toutes fraîches qui tombent sur YouTube, c'était sympa. Ouais, donc, tu tombes sur The Family, tu tombes sur YC, Y Combinator et là ça y est, tu comprends un peu mieux les choses, tu vois. En seconde. Ouais. Ah, ça arrive super tôt. En seconde, à partir de la seconde, je commence vraiment à comprendre ce qu'est une start-up, à comprendre ce qu'est la Silicon Valley, les États-Unis, comment ils finançaient les boîtes, les programmes d'accompagnement. Je commence un peu à capter tous ces trucs. Okay. Et en fait, ça va me driver tout le lycée. Et en fait, je sais très bien en terminale ce que je veux faire. Je veux bosser dans les startups, tu vois.
bosser dans les startups. Donc ok, fast forward sur le lycée, en fait, t'as trouvé ta voie, t'es un bon élève, quoi. Donc au lycée, en seconde, grosse cacasse, parce que t'apprends que la troisième, la seconde, c'est très différent. Et il faut préparer des examens auxquels on te prévient pas. C'était un lycée exigeant ou... En fait, voilà, du coup, ça aussi, c'était un truc où j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'on est dans un très bon lycée privé à Brive, l'un des rares. Okay. Et du coup, je pense que c'est clairement grâce à ça que j'ai pu apprendre. J'ai croisé quand même des profs géniaux, que j'ai remercié d'ailleurs quand j'ai eu mon diplôme. J'aurais fait un mail et tout pour leur remercier. Donc vraiment un super accompagnement, très excellente culture dans le lycée, des très bons potes, enfin un super environnement pour vraiment bosser, etc. Et donc quand même, tu commences à avoir l'écosystème tech qui te fait du pied et tu te dis que c'est fait pour toi. Toi, t'habites à Brive-la-Gaillarde, tu viens d'une famille d'ouvriers. Ouais. C'est quand même genre, tu vois, t'es loin de ce monde, même si tu t'y connais plus limite que la plupart des gens qui devraient être attirés par ce monde, parce que en vrai, je pense que même ceux qui travaillent dans la tech aujourd'hui, je suis pas sûr qu'en seconde ils connaissaient YC, ils avaient déjà essayé de monter une boîte et tout. C'est quoi ton état d'esprit en terminale quand tu sais ce que tu veux faire? Donc du coup, ça veut dire monter à Paris. Comment tu fais? C'est quoi tes relais pour aller à Paris? Comment tu t'y prends? Alors, avant d'aller à Paris, toutes mes lettres de motivation sur Parcoursup, j'étais la première génération de Parcoursup. Je parle de start-up. Et je dis même que je veux bosser dans la Silicon Valley ou à Station F, tu vois. La Station F était lancée en 2017. Ouais, 2017, j'ai vu ce truc, je me suis dit, ah ouais, putain, le potentiel de ce truc énorme. Je vois le truc, je comprends, tu vois. Je comprends l'essence, je comprends ce qu'il raconte. Je me dis, c'est dingue, c'est super. Enfin, non, le marché se structure. Et du coup, en fait, j'hésitais entre prépa ou une licence d'éco-G, gestion. Finalement, je vais en licence d'éco-gestion parce que pareil, un peu malin, je m'étais très bien renseigné sur le marché de l'éducation supérieure, tu vois. Okay. Je maîtrisais toute formation, tu vois. Je savais ce que c'était parfaitement un DUT, une licence, une prépa. J'avais tout poncé, je connaissais toutes les universités, j'avais vraiment tout poncé. Et ça, pareil, des soirées chez moi sur mon ordi. À plancher là-dessus, à prendre des notes, à poser des questions, à machin, à regarder des vidéos, des lives, des FAQ, T'avais pas de mentor? Non, zéro. Ok. Zéro. Donc c'est vraiment du tout seul, que tu t'es fait toi-même. Tout seul. Je m'étais fait un Word, j'avais tout noté, tout compris, etc. Donc je comprends que prépa ça va être très dur parce que bien que j'ai eu des bonnes notes en première terminale, je savais que ça allait pas le faire et que dans les matières littéraires j'étais pas très bon, mais j'étais très bon en maths. Je comprends que ça va être un peu dur et je me dis ok, moi fais le choix du malin, va en licence et après si tu dois finir en école de commerce ou ailleurs tu y arriveras, parce que j'avais conscience de ça, tu vois. Okay. Je le savais, je savais que ça existait les admissions parallèles. Okay. Et en fait je suis pris à l'université de Limoges parce qu'en fait quand tu fais une licence d'éco-gestion t'es rattaché à ta licence de région, et moi mon objectif en fait c'était initialement de faire Dauphine, tu vois. Okay. Parce que Dauphine, pour moi, c'était clair, c'était parfait, c'était le mélange parfait entre la prépa et la licence. J'allais à Paris et moi, mon ambition, c'était aussi d'être à Paris, hein. Ça me faisait pas peur d'être à Paris après la terminale. Je voulais vraiment y être. Alors que je pense que j'aurais même pas eu les revenus pour y vivre, parce que j'ai une bourse de 450 €, tu vois, donc compliqué. Mais bon, je voulais y aller, peu importe, on verra comment on fera, mais il faut que j'y sois. Et du coup, non, j'ai pas été pris à Dauphine, et du coup, je vais en licence, et je me dis, c'est pas grave, je sais qu'en licence, en faisant une licence d'éco-G, c'est parfait, la parfaite transition pour ensuite aller à Dauphine ou en école de co. Et du coup, je fais une licence d'éco-G, ça se passe super bien, j'adore, et c'était super Limoges, parce que j'ai gagné beaucoup en maturité, une des super années étudiantes, beaucoup appris. Il y avait un gros quand même niveau en maths et tout. Enfin, c'était vraiment cool. Et après, je suis pris en L3, pas à Dauphine encore. Je me fais recal et je suis pris à Saclay. T'avais repostulé quand même à Dauphine? Ouais. Okay. J'ai postulé entre la L1, L1, L2, L3. T'as postulé 3 fois? 3 fois, ouais. Ok. Le mec est taré. J'ai postulé 3 fois, ouais. Et donc tu vas... Gros bisous à Dauphine. Tu vas à Sceaux, du coup, c'est ça? Ouais, je vais à Sceaux. Et là, c'est trop cool. Là, je me dis... Je vais à Sceaux. Et en fait, entre ça, j'ai fait un stage de 2 mois dans une start-up. Mon premier stage. Et c'était catastrophique. En gros, je fais un stage dans une boîte dans le travel. Et le mec, premier jour, je vais pas en parler très longtemps, premier jour, il me dit ok Mouad, voici une liste de commentaires, tu vas dans tous les Facebook
en lien avec le voyage. Et quand quelqu'un pose une question sur d'ailleurs, vous avez un conseil pour aller à Kuala Lumpur, tu dis by the way, ok, trop sympa. Enfin, okay. Oui, j'ai vu ça sur le groupe machin, et le groupe machin, c'est un groupe Facebook de la boîte. Okay. Donc c'était une sorte de technique de gros hacking. Voilà. Et sauf que j'ai fait ça pendant 2 mois. Et voilà. Et en remote, donc j'étais clairement là payé pour faire des copier-coller. Là, t'as tous les rêves de la Silicon Valley qui s'effondrent. Mais en fait, c'est ça qui est terrible. Le problème, c'est que quand t'es là, c'est ta première expérience, tu dis mais c'est ça en fait une startup. C'est une entreprise, tu vois, et t'as pas de comparatif, tu vois, tu sais pas ce que c'est une vraie boîte bien gérée avec un entrepreneur qui donne des vraies missions. Et en fait, c'était un sacré mauvais manager. Et le premier jour, c'était ça. J'ai fait un call sur Slack de 20 minutes. Je savais ce que j'avais à aller faire pendant 2 mois. Okay. Il m'a même pas expliqué la vision, le produit, il m'a pas présenté, etc. Et c'était en remote, tu vois. C'était sorti de Covid, j'ai trouvé ce stage, je me suis dit c'est super, moi, fais ça t'aidera à alimenter ton CV, etc. Bref. T'avais déjà commencé Start in Saclay ou c'était avant? Alors ça c'était avant. C'était en fait à la fin de ma L2 et là L3 j'arrive à Paris-Saclay. D'accord. Et là j'étais hyper heureux ce jour-là. Je suis accepté. Je suis accepté chez Start in Saclay. Donc je fais une licence de gestion à l'université Paris-Saclay. Très bonne licence en vrai. Très bonne licence. T'as un gros pôle tech. Et là, j'arrive à Paris, c'est Disneyland pour moi. Enfin, je vais pouvoir voir ce que c'est ces startups, Station F, etc. Ça y est, c'est parti. Et je suis pris chez Start in Saclay et j'envoie un message à Mario Chaloub et c'est marrant, je lui ai réenvoyé il y a pas longtemps. Message, je dis hello. J'espère que ça va. J'espère que c'est pas trop dur en ce moment le Covid. Enfin, c'était marrant comment je parlais et tout. Sur LinkedIn, très puissant LinkedIn. Et il me dit ok, postule. Et je postule et 2 mois plus tard je suis pris. Et vraiment quand je suis pris, j'étais hyper heureux. Je sais pas comment t'expliquer, genre j'étais trop content parce que je sentais, j'avais une intuition que je me dis cette expérience a changé beaucoup de choses, tu vois. Peut-être pour ceux qui connaissent pas, ça correspond à quoi Start in Saclay, c'est l'association des jeunes entrepreneurs de Paris-Saclay. Paris-Saclay, c'est toutes les écoles du plateau de Paris-Saclay, donc Polytechnique, Centrale, Agro-Paris-Tech, l'ENS Paris-Saclay, toutes ces écoles sur le campus. Et moi, j'étais à l'université Paris-Saclay, c'est l'ancienne université Paris-Sud, dans la fac de droit, d'éco et gestion. Et je savais qu'en étant dans cette université, je pouvais intégrer Start in Saclay si je suis pris. Donc j'ai fait le process de recrutement. Ils ont adoré. J'étais en vrai, j'avais bien préparé le truc, etc. Et du coup, je suis pris en tant que responsable événement. L'association était en pleine transition. Mario part. Mario, c'était un président qui était là depuis très longtemps et qui avait vraiment fait passer un cap à l'asso. Il y a eu vraiment 2 chapitres. Il y a eu le premier chapitre des 2-3 premiers mandats. Ensuite, il y a eu Mario qui a vraiment fait exploser l'assaut et ensuite je suis arrivé et pareil j'ai aussi fait pas mal de trucs intéressants en totale humilité. Toi donc t'arrives chez Start in Saclay, l'assaut elle a 7-8 ans quoi à peu près ou encore plus. L'association est née en 2014 donc j'étais là à peu près. Okay. On fête nos 10 ans là bientôt. L'association fait 6 ans. Exactement. Donc il y avait quand même un historique et en fait l'association, ce qui est génial, c'est que des membres de plein d'écoles différentes. Donc t'as pas ce côté très entre-soi des écoles, des associations dans les écoles. Des gens qui viennent de partout avec un pattern commun. On adore l'entrepreneuriat, on adore les startups et on veut aider les jeunes entrepreneurs et ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat qui sont issus du plateau de Paris-Saclay. Parce que Paris-Saclay, c'est un vivier de talent énorme, un vivier de technologie énorme. Parce qu'il y a beaucoup de deep tech, etc. Je sais que c'est des sujets que t'aimes bien. Et nous, notre rôle, c'est de faire vivre cet écosystème pour faire naître des super entrepreneurs et de créer des connexions. Il y a des workshops, des pitchs, des after-work, des séminaires, etc. Et en fait, on a fait plein d'événements. Mais au barbecue, il y avait un entrepreneur qui disait « Moi, t'es la première personne qui m'a apporté un financement. » C'était marrant. Lancelot, il a remporté le Saclay 20, le classement des 20 startups les plus prometteuses de Paris-Saclay, que j'avais lancé, qui marche super bien. Ils en sont à 3 éditions, où c'était faire une sorte de French Tech 120 version Paris-Saclay. Et il avait gagné le prix de 2K € qui venait de notre poche, de la poche de l'asso, sans partenaire. Et en fait, on avait cette chance, on a toujours cette chance, ils ont toujours cette chance, d'être financé par l'aglo Paris-Saclay et l'université Paris-Saclay. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire de partenariats douteux avec des grands groupes et autres. Et on a du cash.
on doit leur donner quand même des retours sur ce qu'on fait. On a quand même un cahier des charges. Mais on a une autonomie de dingue pour juste se concentrer sur l'essentiel et des entrepreneurs. Okay. Donc Respo événement, et durant mon année de L3, Mario part, et la transition était toute faite. C'était assez clair que ce soit moi qui prend. Tu deviens président de l'asso. Il y a une assemblée générale, je passe président, et avant de passer président, je savais que j'allais devoir démarrer sur une feuille blanche parce qu'il y avait un gros turnover à ce moment-là. Et c'est combien de personnes qui travaillent dans l'asso ? Il y avait une quinzaine de membres, je pense, okay. Et la majorité partait sur quand j'étais Respo Event, et en fait, on a quand même anticipé ça, et à partir de mars, j'ai commencé à recruter mon bureau. Okay. Et là, j'apprends la chasse, je vais contacter des gens, etc. Vraiment, c'était un vrai métier de recruteur. Et on commence à structurer avec Mario, me dit t'inquiète moi, je vais t'aider à trouver ton bureau, et Mario me prend par le bras et on avance. Et les cours, ça passe à la trappe ou tu as le temps quand même de faire les deux ? Franchement, en L3, comme j'étais pas encore président, je passais beaucoup de temps sur l'association, et tant mieux, mais j'avais un bon équilibre. Par contre, en master, l'asso prenait tout. Ok. Ouais. Ok. Je t'en parlerai. Et et du coup, je passe président, j'ai mon mandat, j'ai recruté, et j'ai eu un super bureau, j'ai eu beaucoup de chance, on a bien géré le recrutement. Après, à la rentrée, on a recruté des membres et tout, et on a fait une super année. On a fait plein d'événements trop cool, avec des VC, on a organisé le Sac les Vins. On a fait un premier partenariat avec une association internationale de la Bocconi. On est parti à Milan. Franchement, on a fait tellement de choses. Le bilan était stratosphérique. Et même pour toi, c'est une énorme exposition. Enfin, tu te fais un réseau de toi qui viens de Brive-la-Gaillarde. Ouais. Tu montes à Paris et tu te fais un réseau de fous dans l'écosystème tech grâce à cette XP, quoi. Exactement. Et c'est grâce à ça. Et c'est marrant. C'est marrant, tu vois, Ludovic, c'est un que j'embrasse, c'est un pote qui était chez Xange avec moi. On bossait ensemble sur. Ouais, je l'ai rencontré. Oui, voilà, il était là. Ouais, tu l'as vu au barbecue. Et ce fameux barbecue. Et Ludovic, il me dit, mais putain, mais toutes les personnes dont tu me parles, tu les as connues via Starting Cyclist. C'est quoi cette association? Ils comprenaient pas. Ils disaient, mais c'est quoi ce truc là? et ouais, en fait, ouais, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Et c'est pour ça que quand je savais que j'étais pris dans l'assaut, je savais que ça allait être. Ça allait être. Tu savais, enfin, j'ai senti. Dit, ok, ça y est, c'est mon moment de pouvoir. Exactement. Enfin, leverager quelque chose qui va me permettre de me faire mon réseau, et c'est là que ça commence, quoi. Exactement. Et c'est là où ça fait sens tes questions d'avance sur ma petite vie perso. Le Mouad briviste qui parle pas aux bonnes personnes, etc. Maintenant, le Mouad parisien, disons, il commence à parler avec les gens qui l'écoutaient en visio, sur YouTube, en conf, sur les articles, et qui maintenant est là, quoi, et un acteur de cet écosystème, tu vois. Et je sens ce move-là, et franchement, ça me stimulait beaucoup, et ouais, et donc on a fait un super mandat, et je suis toujours très proche de l'association. Ils ont lancé un board, du coup, dans lequel je suis, avec 3-4 anciens présidents, dont Mario, pour aider les membres actuels, et l'assemblée générale, là, le 11, et je sais pas, Starting Cyclist, c'est toujours un truc qui m'anime beaucoup. Ok. T'es encore impliqué aujourd'hui? Bah, du coup, je suis au board. Ah oui, ok. Je suis au board. Bon, c'est un board, ça reste une association, l'idée, c'est un nouveau format, d'ailleurs, hein. C'est avoir un temps dédié pour aider le bureau actuel sur des décisions stratégiques et leur faire des intros. Voilà. Okay. Voilà, du coup, il se passe plein de trucs sur. C'était quoi? T'étais en master 1? Et là, du coup, en master 1, je suis président, et en même temps, je suis en master, et en même temps, je suis en alternance. Ah, ok. Et c'est là où je vais faire la transition avec ce qui va se passer en M2 chez Xange. C'est que je fais une alternance en tant que product manager. Alors, à la fin de ma licence 3 à l'université Paris-Saclay, je fais mon premier stage, et là ça se passe plutôt bien, c'était cool, c'était chez Vibe en tant que bras droit de la CMO. Donc là je rentre en vrai dans une vraie startup quand même, qui venait de lever un seed avec des BA, et j'ai Paul, la directrice marketing et cofondatrice Canel, qui en tant que bras droit, et je l'aide sur plein de projets, et là je fais enfin un vrai stage de 5 mois, tu vois, à la fin de ma L3 qui se finit en mars, donc j'ai eu le temps de faire un stage jusqu'en août. Et là, je fais un vrai stage. Et là, je vois quand même ce que fait une vraie startup. Et en plus, ils étaient passés par The Family Vibe. Okay. Et je vois aussi ce que c'est le bordel d'une startup en seed. Comment tu l'as eu, ce stage? LinkedIn. J'ai contacté Vincent sur LinkedIn.
Et t'étais déjà chez Starting Saclay, donc Starting Saclay en tant que responsable événement. Ouais, ok. D'accord. Donc ça, j'ai un peu pitché ça en entretien et tout, ouais. Et ouais, non, ça a bien mordu. Il a répondu très vite et. C'était un message très personnalisé. Personnalisé, ouais. Ah ouais, archi personnalisé. J'en ai même trop fait. Mais il a kiffé le message. On n'en fait jamais trop. Il a kiffé parce que c'était une boîte B2C, donc tu vois, il fallait un peu mettre l'effort, montrer que tu comprends l'agriculture, le projet, machin, tu vois. C'est un peu moins froid qu'une boîte quand même B2B. Ok. À mon goût. Et non, c'était cool, beaucoup d'apprentissage et voilà, c'était une startup qui allait très vite. Un peu désordonné parfois, mais non, vraiment, c'était une super expérience. Qu'est-ce qu'il faisait déjà je suis en train de regarder. Vibe, c'était une néobanque pour Gen Z. Gen Z, ouais. Okay. Gen Z. Dans la même tendance que Card. Concurrent direct de Card, mais qui du coup, en fait, voilà. Moi, j'étais arrivé au bon moment parce qu'ils venaient de closer leur site et donc il y avait plein de cash à déployer pour faire de l'acquisition. Et tu fais ça pendant 4 mois, quoi. Je fais ça pendant 5 mois. Ouais. Et en fait, 1 an plus tard, à peu près, la boîte bankrupt parce que ils n'ont pas réussi à faire leur série A. À un moment où c'était la fin de la grande fête post-Covid, où les taux étaient très bas et l'argent coulait à flot et les startups levaient en 3 jours. Eux, ils étaient pile à ce moment-là. Et une boîte B2C qui crame beaucoup qui cherche à lever en série A, c'est quand même très dur et ça l'est encore plus quand le climat se pète la gueule et ils ont pas réussi à faire leur série A. J'ai pas plus de détails parce que ça fait quand même 1 an que j'étais parti, mais juste voilà, j'ai eu ce retour quand même d'un des fondateurs avec qui je m'entends bien, Alexandre, et voilà, et donc c'était le jeu. Écoute, c'est comme ça, c'était leur histoire et là, Vincent et Canal sont en train de monter notre boîte, je crois. Donc voilà. Okay. Donc je fais cette expérience. Donc là, je fais quand même un vrai stage. J'apprends, je vois ce que c'est une vraie startup. Ça, je step up. Donc je passe de la boîte minuscule avec un fondateur qui sait pas gérer à une startup qui poste site, qui a de l'attraction, qui vend un produit, ça avance, etc. Bien qu'il y ait des aspects négatifs, c'est le jeu. Et ensuite alternance en tant que product manager. Mais là, tu loupes un truc parce que je suis sur ton LinkedIn et je vois Vibe. Août 2021. Ouais. Par contre, je vois que tu commences Dauphine en 2021. Donc, c'est quoi qu'est-ce qui s'est passé là? Tu dis pas que t'as été pris à Dauphine Ah oui, pardon, oui. Ouais, tu dis quand t'as été refusé. Par contre, quand t'as été pris, t'en parles pas, quoi. Mais oui, de ouf. Pardon. Quelle joie d'être pris à Dauphine. Et oui, c'est vrai que j'ai fait mes entretiens pour Dauphine. 4e tentative. 4e tentative, putain. Et j'étais pris en liste d'attente. En master. Okay. C'était pas facile, c'était vraiment pas facile, je sais pas pourquoi. Pourtant, je la connais pas par cœur cette plateforme, bref. Et ouais, du coup, je suis près de Dauphine. Pendant mon stage, je fais l'entretien. Je suis pris en entretien, c'était à Fed. Je me dis, attends, enfin, trop bien, enfin, je vais faire un master. Et là, je me dis, je vais pas pouvoir, c'est cool, si je suis près de Dauphine, je vais pas faire d'école de commerce, ça me va très bien. Je sais que c'est ce qu'il me faut, pas besoin que j'aille en école de co, bien que c'est hyper intéressant une école de commerce. Moi, je savais que Dauphine, ça fitait plus. Et puis, j'étais à un moment où je me rends compte que la vie à Paris avec une bourse de 450 €, c'est pas possible. Parce que du coup, je l'ai vu quand j'étais en L3. Et je me dis quand même, faut vraiment que j'aille en alternance pour me faire un petit peu d'argent, pour me payer à manger, avoir une vie un peu plus décente. Tu loges comment? Enfin, j'avais un appart à Fontenay-aux-Roses, à côté de Sceaux, donc sur la ligne B, à 20 minutes de Châtelet. Et non, et surtout, voilà, l'alternance, c'était surtout... donc je suis pris à Dauphine, je fais mes entretiens quand j'étais en stage chez Vibe, je sais ce que j'ai à la rentrée, super. Et maintenant je vais chercher une alternance. Et ce qui est marrant, c'est que l'alternance, je l'avais avant même d'être pris à Dauphine. Ok. Tu vois, j'avais pris le taureau par les cornes, j'ai dit ok. Et encore là, ton alternance, tu la trouves dans un métier pas facile à trouver. Enfin, il y a quand même de la compétition, ils cherchent des profils assez expérimentés en général, quoi. Ouais, donc en fait, le product, je monte en compétence et en connaissance là-dessus en écoutant des podcasts. Ok. Donc c'est pour ça que c'est important ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que ça aide beaucoup, je l'espère en tout cas. J'arrête de jouer avec ça fait du bruit. Et ouais, en fait, j'écoute beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos j'ai aussi des vidéos sur Open Classroom.
Et ça m'aide à monter en compétence sur le sujet. Je me dis c'est hyper intéressant, c'est transverse, tu bosses avec des équipes marketing, sales, customer success, tu bosses avec le produit, tu bosses avec la tech. Je me dis ça doit être une super formation pour entreprendre, tu vois. Donc je monte en compétence, en connaissance, je me dis ok, ça va me plaire. Je sais pas si je vais faire ça toute ma vie, mais je sais que ça va me plaire. Et du coup, je rejoins Innovorder, qui est une boîte post-série A, donc là je passe encore un cran au-dessus. Ils avaient levé combien 10 millions avec Evolem. Ok. En partie. Et eux, ce qu'ils font, c'est un POS pour les restaurants. POS plus c'est une suite logicielle. Donc c'est le logiciel POS, la tablette, le logiciel pour la tablette, l'écran de préparation en cuisine. Okay. Pour remplacer les tickets qui se baladent. Donc un écran clair comme au McDo, tu vois les mecs qui préparent les commandes. Ouais. Ok. Donc toute une suite logicielle. Donc produit quand même très technique, produit très technique, très compliqué. Et c'est un peu ce qui m'a déplu parce que c'est bien des produits compliqués, mais quand tu comprends pas grand chose au bout d'un an, c'est quand même frustrant. Mais c'est aussi le jeu de product manager, c'est que tu dois avoir une connaissance du produit, mais technologique. Dans la technologie, tu vas pas, le code, tu touches pas, c'est les devs et les équipes techniques qui s'occupent de ça. Donc je passe un an chez eux sur mon master et en fait je m'y plais, j'apprends beaucoup. Je suis un super manager qui me fait confiance et que j'adore, Arnaud. Ça se passe super bien. Mais j'ai pas cette flamme, tu vois. Okay. Et en fait, cette flamme, je l'ai côté Starting Saclay. Donc quand tu rencontres plein d'entrepreneurs et que tu vois plein de projets et que tu les aides, quoi. Exactement. Et en fait, quand je sais que je vais arrêter Starting Saclay, donc là t'es fin je 2022. Je me dis, en fait, je vais pas retrouver cette stimulation chez Innovorder si je reste sur ma deuxième année d'alternance en Master 2 chez eux. Ah, t'aurais pu faire 2 ans. Ouais, en fait, j'ai signé 2 ans. En fait, tu dois signer 2 ans. Comme ça, t'es sûr d'avoir une place en M2, ce qui est cool. Ok. Et en fait, au moment, en mai, le 13 mai, il y a l'Assemblée Générale de Starting Saclay. Le 1er mai, il y a une offre d'Xange qui tombe. Et là, je me dis, banco. T'as combien d'offres en alternance en VC? T'as Xange, t'as peut-être Isaïe, ouais. Donc, c'est tout. Je pense qu'on les connaît tous, mec. T'as combien de demandes, je pense, pour... Peut-être en grosse, tu vois. Grosse late stage, voir. Mais ça, je les connais moins bien. Sinon, non, très, très peu. Quoique, j'ai croisé un mec, je crois, de StarQuest qui était en alternance. Ok. Ça se compte sur les doigts d'une main. Et donc, toi, t'as conscience que c'est un process hyper compétitif pour entrer dans... Enfin, notamment dans cette... Déjà, en VC, je pense que c'est assez compétitif. Ouais. En fait... mais l'alternance Xange, t'as limite presque la plupart des alternants en tech. J'exagère un peu, mais t'en as beaucoup qui veulent vraiment faire cette alternance-là. T'en as conscience ou pas à l'époque? J'en ai conscience. Et surtout, comment tu fais? Ouais, complètement. Déjà, je me dis, c'est fait pour moi. Dans le sens où c'est exactement ce qui va me permettre de garder cette flamme-là. Parler d'entrepreneurs, les aider, les accompagner et être dans cet environnement-là. À l'image de mon mandat chez Starting Saclay. Donc, je me dis, c'est simple. Soit je reste chez Innovorder. Ça se passait bien, tu vois. Soit je reste chez Innovorder et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Soit je vais chez Xange si je suis pris. Donc, all-in, tu vois. Okay. Et c'est tous mes process que je t'ai dit auparavant. Ça a été comme ça. J'ai toujours été all-in sur mes process. Tu postules à l'offre ou t'envoies directement un message sur LinkedIn? Premier stage message sur Facebook à l'époque. LinkedIn Vincent, candidature plus mail. C'était un signal. S'il me répond sur Facebook, c'est que c'est pas bon signe, c'est que je vais passer beaucoup de temps sur Facebook. Ouais. Et toujours un petit truc pour enclencher la discussion en dehors de la candidature. Donc c'est franchement, je me dis c'est cool. Et là je me dis ok, effectivement gros challenge. T'as un profil qui est pas le meilleur, mais par contre t'as quand même une expérience qui va être très valorisée et j'y crois beaucoup. C'est ce que j'ai fait dans l'assaut. Plus que tu penses être product manager chez un Innovorder ou... Aussi, ce que j'ai fait dans l'assaut et je t'expliquerai après ce que j'ai fait dans l'assaut et mes expériences en startup, parce qu'il faut le dire, j'ai vu du paysage en early stage. J'ai bossé dans une boîte pas financée qui s'est cassé la gueule. J'ai bossé chez Vibe en seed et j'ai bossé en Serie A
en product. Donc tu vois, j'ai vu que c'était une startup. Et ouais, et du coup, je vois l'offre et je mets une semaine à préparer l'offre. Parce qu'en fait, dans l'offre, il y avait quand même un truc à remplir avec décris-moi de startup en sorte de one-pager. Okay. Et dis-moi un marché qu'on devrait regarder. Je prépare vraiment ça à fond, peut-être un peu trop. Tu vois, les deux startups, c'était des startups que j'avais vues via l'Asso et j'avais leur deck. C'était quoi les startups? Estali. Ah, ok. Estali, ouais. Attends, mais ça existe. Estali qui ont levé là récemment 3 millions, tu vois. Ouais. Estali qui font l'assurance embarquée pour les e-commerçants. Et j'avais dit des trucs assez intéressants sur eux et faudrait que je le re-regarde l'analyse que j'ai faite. Estali, et il y en a une autre, c'est comment elle s'appelle, c'est en fait c'est une startup PropTech, c'est Flex Living. Ça me dit rien. C'est du logement pour les gens qui sont remote et qui viennent. Ah oui, ok. Tu vois, ok. au lieu de prendre un hôtel. Et ça, c'est une pote en VC, Marianne, qui était ma trésorière que j'adore, qui me partage le deck, qui était en stage, et je lui dis s'il te plaît, là j'ai vraiment pas d'inspi, envoie-moi 3 bons decks, et j'ai pris celui-ci. Ok. Et donc après, je shoot, et en parallèle, parce que j'avais Thomas qui m'avait briefé, Thomas Bartel, c'est un ancien exchange qui était pas en VC, qui était au Startup Success et qui était co-vice-président de l'asso, qui était pas hyper investi dans l'asso, mais je le tiens par rigueur, et parce qu'il était assez occupé. Mais moi j'ai toujours eu un bon fit avec Thomas, qui d'ailleurs lance sa boîte, et Thomas, lui, comme il a bossé chez Exchange, me dit ok, c'est mon seul point de contact chez eux, est-ce que Thomas tu peux m'aider? Donc Thomas, en fait avant même de postuler, je l'avais appelé. Okay. Il m'avait tout expliqué, et là franchement ça m'avait grave chauffé. Et au moment où je postule, je lui dis écoute Thomas, vraiment je te le demanderai pas 100 fois, est-ce que tu peux me faire un petit mail, machin, et il envoie un mail à Guilhem, j'embrasse, qui est chez Exchange, qui est partenaire Deep Tech. Okay. Et il lui dit trop bien, je mets en copie Guillaume qui gère ça. Point. Et effectivement, c'est Guillaume Meul qui gère ces sujets. Et dans la foulée, en vrai, c'est corrélé, tu vois. J'ai reçu un mail de Guillaume, un mail quasi automatique. Bravo, super, moi, nanana, prends un calendrier, tu vois. Ah, et donc. Et là, ça, c'était même pas. Enfin, toi, t'as postulé sur l'offre publique, mais en fait, ils t'ont jamais répondu à ton cas ou autre, quoi. Enfin, t'es passé par quelqu'un en interne. Ouais, complètement. En fait, j'ai shooté le cas. En fait, j'ai candidaté et j'ai dit, vas-y, appuie sur le bouton, envoie ce mail, comme ça, il répondra à ma candidature. Okay. J'ai quand même fait la candidature. T'as fait le cas, mais ouais. Ouais, c'est ça. Ça serait potentiellement pas passé si t'étais pas. Si t'avais pas contacté quelqu'un en interne, quoi. Peut-être, tu vois, peut-être. Mais en tout cas, ça a aidé parce que c'est vrai que t'as quand même le backlog, tu vois. Il est vénère. Et je les ai vus, les backlogs chez Exchange de candidats. Il est vraiment vénère et il suffit en fait, un VC, c'est malheureux de dire ça, mais il gère ça à 18h quand il a du temps, tu vois. Et il fait ça avec beaucoup de pragmatisme. Et il a raison. Ils ont raison. Et ouais, du coup, je pense que ça, c'est un gros enjeu, c'est de passer ton mois d'Amdoun de backlog à premier entretien, juste parce qu'il a pris le temps de regarder l'offre. Okay. Le CV. Je fais mon premier entretien et là je me dis ça y est, jour de Ligue des Champions, va falloir y aller moi. Et comme je misais que sur ça, j'ai passé un temps fou à le préparer et je l'ai bien préparé. Je me suis fait challenger, etc. Enfin, je l'ai vraiment bien fait. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me demande des questions sur le VC, etc., je l'envoie le Notion et je lui dis écoute, moi j'ai fait ça dans le passé, fais-en ce que tu veux, moi ça m'a beaucoup aidé. Okay. Et ouais, et du coup je fais ce premier entretien avec Guillaume et ça se passe bien. Et en fait j'étais un peu frustré et c'est ce qu'on s'est dit à la fin, c'est que je pensais qu'on allait rentrer plus en détail sur le métier de VC. En fait c'était un entretien vraiment de fit. Et c'est là où j'ai quand même beaucoup parlé de mon asso. Je lui ai posé pas mal de questions, tu vois, j'étais assez punchy sur mes questions, donc je pense qu'il a bien aimé. Donc voilà, très fit, très orienté fit, et finalement on parle pas VC, on parle pas vraiment VC, on parle vraiment de moi et de lui, quoi. Et je lui dis bon, c'est quand même frustrant, c'était trop cool, mais c'était quand même frustrant ces 30 minutes et tout. Et il me répond, il me dit oui, bon, c'est un fit. Je dis oui, c'est vrai. Je me souviens de cette remarque, ça m'avait fait rire. Bon, après tu digères un peu ça, tu dis
Bref. Et après, je passe notre entretien. Et là, ça y est, je passe. En gros, c'est 2 entretiens x 2. 2 entretiens de 30 minutes avec 2 personnes par entretien. Donc, tu vois 4 personnes en 1 heure. Et en fait, il y avait 2 offres d'alternance. Il y avait l'offre la post-venture sur le véhicule et l'offre Mutual Impact, le fonds Impact Santé. Et du coup, j'avais les 2 pour voir un peu pour lequel j'étais le plus pertinent. Et du coup, il fallait que je voie tout le monde. Et en fait, je le sens quand même. Le premier entretien, ça se passe super bien avec Camille. Très sympa Camille. Et ça se passe super bien. Et ensuite, elle était pas là, Nadia. Donc elle était toute seule. Et ensuite, je vois Nicolas et Elisa qui seront du coup mes futurs managers. Et là, 30 minutes avec Nicolas et Elisa. Et 30 minutes, Nicolas, il me lâche pas d'une semelle. Tu vois. Il me dépile tout un tas de questions. Et en fait, avant, je pensais que Nicolas avait des notes. En fait, non, Nicolas n'a pas de notes. Nicolas a un cerveau qui va très vite. et il dépile. Et j'avais même pas le temps de finir une réponse qu'il avait déjà posé l'autre question. C'était quel type de très précise. De question Et c'est pas Xange. Donc Xange ne fait pas de questions pratico-pratiques en entretien, en tout cas à mon époque. Pas de MRR, qu'est-ce que c'est, pas de machin. Je pense qu'ils challenge d'une certaine manière les hard skills sur la partie forms, tu vois. Donc décris-moi une startup. Mais c'est vraiment du fit. Et Nicolas, c'est un grand curieux et il a visé juste. Il m'a posé plein de questions sur Starting Saclay. Et en fait, Nicolas, il a une méthode quand il regarde un CV, c'est qu'il imprime toujours les CV un peu à l'ancienne et il entoure les mots dans le CV où ça parle startup. Et il m'a dit si j'entoure pas assez, c'est que le CV n'est pas assez entrepreneurial, tu vois. Okay. Et lui, ce qu'il me disait avec du recul plus tard, il me disait en fait toi, moi, ton CV à l'époque, il m'en reparlait quand on parlait d'un candidat, il me disait mais toi, moi, tu m'en souviens, ton CV, j'avais entouré plein de mots. Alven, workshop, Starting Saclay, entrepreneuriat, seed, vibe, bras droit, CMO. Enfin, même pour lui, visuellement, il se dit, ok, il y a plein de bulles. Exactement. Et à chaque bulle, en entretien, il est rentré dedans. Et le reste, il s'en fout. Tu vois. Bon, du coup, ceux qui veulent postuler chez Xange, vous savez. Avec Nicolas, non, chez Xange, ouais, c'est vrai que les gens sont très entrepreneurial mindset. Ils privilégient beaucoup ces expériences-là versus des expériences en finance. Et c'est cool. Donc ouais, et il kiffe vraiment ça, et il y avait Elisa, et Elisa, en fait, c'est elle qui allait me recruter, et je pars quand même un peu frustré, je me dis, ils ont kiffé, elle me dit, Elisa, à la fin, écoute, c'était trop bien, moi, elle me fait comme ça, à la fin, quand on part, je me dis, ok, ça s'est bien passé, j'étais vif, j'étais bien, j'étais très à l'aise, j'ai bien punché, je le sens bien, tu vois, je me dis, ok, moi, je crois que ça s'est bien passé, tu vois. Et là, je me dis, j'attends la réponse finale. Et là, j'attends la réponse finale. Et en fait, non, je reçois un mail. Pareil, ils me font attendre. Je deviens fou. Ils me font attendre. Et je reçois un mail d'Elisa. Il me dit, hello, Mouad, trop cool. Écoute, je te propose qu'on fasse on vient de shortlister les derniers candidats. Je te propose qu'on fasse un café. Ok. Très vici. très vici. Trop vici. Et ouais, du coup, ce café est assez décisif. Je fais le café et je me dis, en fait, c'est comme quand tu vas chez des invités, tu dois pas venir les mains vides. Il faut que tu arrives avec quelque chose, moi. Il faut que tu fasses cette différence. Tu sais que t'es shortlisté, tu sais qu'il y a 2-3 autres personnes qui vont faire ce même café, qui vont raconter la même chose que toi. Ils te connaissent, il faut que tu mettes la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'était simple. C'était un Notion sur une boîte que je détaille. Et cette boîte, c'est Bip Batteries. Pierre Ramance, le fondateur que je connais, que j'ai connu via Starting Saclay, que je recroise souvent à Station F, que j'embrasse, et je fais cette analyse via son deck. Et je lui en parle et tout. Et je lui envoie même, ce qui est marrant, c'est que je lui envoie le Notion et il répond à mon Notion 1 heure avant que je vois Elisa. Je me dis non. Du coup, je fais les comments et tout à l'arrache et tout, bref. Et du coup, Elisa. Elle t'avait rien demandé, par contre. Elle m'avait rien demandé. C'est ça que je voulais montrer. Un café avec toi. Exactement. Et tu vas comprendre exactement. Et non, mais je lui en parle pas au moment. Je lui dis pas, tiens, voici ce que j'ai fait. Okay. Alors là, tu peux voir, non. Là, on fait le café. Il faisait super chaud. Je m'en souviens. C'était canicule total. Et on fait le café, ça se passe bien. C'est pas sans sas, mais ça se passe bien. C'est quand même un peu stressé. Ouais. Elle me pose des questions. Et en fait, elle décortique mon expérience. Elle décortique beaucoup plus, mon expérience chez Innovorder en tant que product. Et ce que je lui dis sur... en fait, un product manager, il va faire de la discovery. Ensuite, il va faire de la delivery. Donc, il va étudier les opportunités de produits et il va les délivrer. Et en fait, elle me dit, mais moi, le métier de VC, c'est ça, en fait. C'est
t'étudies les opportunités d'investissement et ensuite après tu les délivres, et elle fait pas mal de parallèles par rapport à ça et elle pose plein de questions par rapport à ça. Elle essaie de chercher du lien entre ce que j'ai fait pendant un an chez Innovorder et un an chez et ce qui va m'attendre en VC. Et aussi elle me pose une question, et ça j'avais très mal répondu. Est-ce que t'as bossé quand même dans un milieu un peu exigeant? Tu vois, c'était un peu ça sa question. C'était pas orienté comme ça, mais c'était ça. Et je sais pas, j'ai donné une mauvaise réponse. En fait, ce que j'aurais dû dire à l'époque, c'était tout simplement, écoute, j'ai géré une asso, une alternance, des cours et une copine en même temps. Je sais ce que c'est de bien bosser. Bref, et après je lui dis, écoute, Elisa, c'était trop bien. Si tu veux, je vais te faire un mail après, je vais t'envoyer une petite étude de boîte que j'ai fait. Là, c'était hyper cool, on a vu les soft skills et tout. Mais je suis chaud que tu me challenges un peu sur les hard skills. Fais-en ce que tu veux, je te l'envoie. Mais du coup, j'envoie ce mail. À la question, est-ce que tu as fait des expériences exigeantes? Ouais. Tu réponds pas. Si je réponds, mais je réponds mal, je pense. Je sais plus ce que je dis. Okay. Je réponds mal de ouf. Ok. En vrai, c'était pas le cas, tu vois. J'ai pas fait du M&A, du PE et tout. Ouais. Mais voilà. Ok, à la fin du café, ouais, tu lui dis j'ai fait ça, preneur d'avoir ton c'est ça. Et là, ça y est. Clap de fin, je dis ok, bon, maintenant c'est fait, on va voir. Et elle me dit ok, moi je te donne une réponse vendredi. Forcément, quand on vient d'Xange, on donne pas de réponse à l'heure. Et je reçois la réponse lundi. Et tellement que je suis tourné dans un rond, je suis parti à Deauville avec ma copine. Et ouais, et en gros lundi je reçois une réponse. Et lundi, trop la fête. Bon, réponse positive. Je l'ai eu, réponse positive. Et en fait, elle m'avait dit quoi à la fin du café? Elle m'avait dit quoi? Elle m'a dit, moi, quand je lui ai dit le truc sur l'étude, elle se pose 2 secondes, elle me dit, ah ok, trop sympa, bah ouais, grave chaud. J'aime vraiment ton côté proactif. Elle dit un truc comme ça, tu vois, elle me fait une petite phrase sur le côté proactif. Okay. Et là, je sens qu'elle a kiffé, et voilà, et je me dis, bon, écoute, maintenant, okay. Je pouvais pas plus faire que ce que j'ai fait, franchement. Préparer un entretien pendant 1 mois et demi, un process pendant 1 mois et demi, en faisant que ça. T'avais pas de regrets dans tous les cas, ouais. Si t'avais pas aimé, bon. Exactement. Et donc Xange. Et du coup, elle m'envoie un mail lundi, et je suis pris, ouais. Voilà. T'es pris. Xange, peut-être, juste pour parler rapidement d'Xange, et après aussi expliquer, parce que je t'ai vu aussi, à la fin d'Xange et entre Xange et Vasco, entre guillemets. Tout ce qui s'est passé, il y a eu plein de choses. Donc peut-être parler rapidement de l'expérience en VC, ce que ça t'a apporté et comment surtout tu penses que ça t'a aidé à bien choisir la startup que tu voulais rejoindre en premier employé. Tu vois, toutes les clichés que tu avais sur les VC, qu'est-ce qui s'est confirmé, qu'est-ce qui t'a surpris dans ce métier, qu'est-ce que ça t'a apporté. Ouais. Et après, on pourra discuter de... Sur le VC, j'avais très peu de clichés. Ce qui m'a, voilà, ça c'était un peu ma secret sauce que je dis à tout le monde qui part de zéro sur le VC pour aller faire du VC. J'ai bouffé tous les podcasts de Equity 101. Tous. Okay. Tous. Et du coup, ça m'a permis de alimenter ma connaissance, avoir les bons mots, comprendre des histoires de VC, comprendre les thèses de chaque fonds, etc. Et toutes ces anecdotes, etc. Ça a permis d'alimenter ma conviction, parce que quand t'as un partenaire chez Partech qui te dit écoute, le marché africain il est en train d'exploser pour ça, et que toi que t'es aligné avec ce qu'il dit, tu trouves que c'est intéressant, globalement tu vas le répéter en entretien et tu vas montrer que tu t'es assez pertinent, tu vois. Et ça c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Du coup finalement j'arrive avec assez peu de clichés, j'arrive très chill, je me dis pas que moi mon expérience de manière générale chez Xange, je me suis pas pris trop au sérieux, dans le sens où on t'a mis directement dans le bain, enfin t'as fait directement des rendez-vous avec les fondateurs. Ouais, au début à 2 avec Ludovic, notamment Elisa. En fait, Elisa était ma manageuse entre septembre et janvier. Elle m'a appris toutes les bases. Elle est hyper forte en communication. Elle est très claire. Elle est super, tu vois. Elle est super. Bosser avec Elisa, c'est un plaisir parce que tout est clair, tout est précis, tout est bien ficelé. Il y a pas de haut et de bas. Enfin, franchement, et ça, je lui ai dit à la fin chez Xange, je lui ai dit grand bravo parce que c'est très rare comme qualité, et encore plus dans le VC où le management globalement est pas. C'est pas la première qualité. C'est pas la première qualité parce que ça fait partie de la culture. Et du coup, elle m'explique le métier. Okay. Et Nicolas passe beaucoup de temps avec moi aussi, parce qu'il est moins N+2. Et en fait, Elisa passe full Xange, et moi j'étais sur le front La Poste. Et du coup, Nicolas devient moins N+1. Et du coup, quand tu passes à partir de janvier, Ludovic et Nicolas
Ludovic et moi, on est les deux analystes, lui en CDD, moi en alternance, à bosser et à déployer le fonds La Post-Venture avec un seul manager, Nicolas Rose, qui est partenaire chez Xange. Donc c'est toi qui fais tout le sourcing. Enfin, ça commence où et ça s'arrête où un petit peu tes tâches Je fais tout. À l'époque. Okay. Je fais du café entrepreneur, à la négo, à la term sheet, à l'analyse, à la préparation du comité, tout. Il y a pas, je loupe pas un épisode du film. Ok. Ce qui est rarissime, tu vois. Et je le voyais même au sein de l'équipe Xange, parce que l'équipe Xange Mainstream, Xange 4, les analystes ne font pas ça. Donc finalement, la Post-Venture, c'était une super opportunité, et aussi super opportunité parce que le déploiement était assez actif, hein, alors que les fonds globalement à cette époque-là étaient plutôt calmes de manière générale. Ouais. T'as bossé sur quelques deals, ouais. de fond en comble. Ouais. En gros, j'ai bossé sur 2 deals, mais qui sont pas allés jusqu'au bout, mais qui sont allés jusqu'à la term sheet draftée. Ok. Mais qui sont pas allés jusqu'au bout. On était un peu trop en amont, etc. J'ai bossé sur 2 bridges de A à Z avec Elisa. Tu vois. Ok. Ça c'était cool. Et j'ai un peu aidé Ludovic, mais en vrai c'est surtout lui qui l'a fait sur le fourgon, un des derniers deals de la Post-Venture. Mais j'ai pas trop bossé avec lui parce que j'avais vraiment pas le temps et c'était son dossier. Et voilà, donc non, j'ai pas bossé sur un deal qui va vraiment jusqu'au bout, mais j'ai bossé sur 2 deals qui ont failli aller jusqu'au bout et j'ai quand même vu tout le film. Ok. Et en fait, Nicolas, il a un management très ouvert, c'est-à-dire qu'il va te donner des pistes, il va te dire, en fait, Nicolas, il va pas prendre de décision pour toi. Tu vois, il va te donner tout le potentiel possible, imaginable. Écoute, moi, par rapport à ce que tu me dis, moi, je vois plusieurs scénarios, Mais il va jamais te dire, les gars, faut faire ça, etc. Et ça, c'est une super qualité quand juste avant, t'as été formé par Elisa et que là, t'arrives où tu peux prendre des décisions, tu vois. Ouais. Donc la transition était top. Okay. Si je me retrouvais dans cette situation où Elisa était plus là, en septembre, ça aurait été je pense que ça aurait été plus compliqué parce qu'il faut quand même être formé, quoi. Au bout d'un moment, faut être formé. Et sur ça, j'ai eu beaucoup de chance. Est-ce qu'il y a un mois de avant-après, donc avant Vici, après Vici, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu trouves que, enfin, tu vois, je pense que quand tu commences en Vici, t'as vraiment une grosse période de ramp-up. Sur lequel dans laquelle tu as vraiment l'impression de changer un petit peu et d'avoir une vision business. Enfin, tu sais, t'as l'impression tu sens vraiment ta progression niveau business. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, même si t'étais déjà dedans avec Starting Saclay, etc. Est-ce que t'as des trucs très concrets de comment maintenant tu vois une startup, comment t'analyses un business, comment ça t'a aidé après pour la suite post-Xange? Première chose, c'est la prise de hauteur. C'est que tu comprends vraiment c'est quoi les forces et faiblesses d'un business, d'une boîte et des entrepreneurs. Non, je vais d'abord parler de business, après entrepreneur. Donc tu comprends vraiment comment fonctionne un business, c'est quoi un modèle économique, c'est quoi un modèle économique qui fonctionne, c'est quoi une trajectoire, une roadmap, la roadmap qu'on veut voir, c'est quoi les challenges d'une boîte, c'est quoi un produit, c'est quoi un problème, est-ce que ce produit répond à un problème, c'est quoi une concurrence, comment la boîte se positionne parmi ses concurrents, c'est quoi un go-to-market, c'est quoi un mauvais go-to-market, enfin tu t'analyses tout ça en fait. Et ensuite tu as le deuxième axe et qui est le plus important, et on en reparlera quand on parlera des premiers employés. Ouais, parce que ça, enfin, tout ce que tu as dit là, c'est des choses que tu avais peut-être déjà en tête avec Starting Saclay. Un petit peu, mais en fait, mon rôle chez Starting Saclay, c'était pas non plus d'analyser des decks et de mais bon, c'est quand même des trucs très théoriques. Mais oui, complètement. Mais complètement. Et ensuite, en fait, la partie apprendre à vraiment intéressante qui est rencontrer les founders. Et là, les founders, les entrepreneurs, c'est des animaux particuliers et tous talentueux. Et en fait, tu te rends compte à quel point, par rapport au stade de maturité d'investissement d'Xange, que c'est hyper important et on te le fait comprendre tout de suite. Et en fait, les entrepreneurs, il faut... Est-ce que tu dis dès le début, il faut que je rencontre le maximum d'entrepreneurs? Est-ce que tu te fais le... En fait, ça se fait assez direct. En fait, franchement, entre septembre et novembre, c'était too much. On en voyait beaucoup trop.
je faisais des journées qui disaient on s'enchaînait 10 calls, etc. Enfin, c'était beaucoup de rencontres. T'as ce truc de se dire, avant de rencontrer 500 entrepreneurs, tu sais pas trop ce que tu fais quand tu fais du VC. Avant de passer vraiment ce cap, est-ce que toi tu l'avais en tête ou on te le répétait chez Xange Complètement. Okay. C'est un métier faut être tellement patient parce qu'en fait, un bon VC, il faut 10 ans d'expérience. Et donc moi, avec 1 an d'expérience, disons que j'ai 10% et encore, tu vois, de compréhension, tu vois. Et c'est rien parce que j'ai pas fait de board et tout, tu vois. Donc j'ai 5%, j'ai un 5% de niveau sur les 100%, les 100% à avoir pour être un bon VC, parce qu'en fait, il faut voir 1000 scénarios possibles, 1000 boîtes possibles, 1000 situations possibles. Enfin, il faut vraiment voir du paysage, et c'est ce qu'achètent après les entrepreneurs. C'est l'expérience. Et ouais, et du coup, non, franchement, les entrepreneurs, c'est cool, et c'est cool de les voir, c'est cool de voir leur énergie, et j'apprends plein de détails sur comment tu vois si c'est un bon ou un mauvais ou un moyen entrepreneur, quoi. Tu vois, ça, tu l'apprends vraiment. Pense, au-delà de ça, faire autant de rendez-vous avec un entrepreneur, ça t'aide aussi à comprendre, toi, quel type d'entrepreneur tu aimes, tu vois. Parce que je pense qu'entre différents VC, il y en a certains qui vont aimer un type de personnalité, d'autres qui vont plutôt préférer un autre type, tu vois. Donc, faire ces 500, c'est pour ça moi je crois vraiment beaucoup aux 500 premiers rendez-vous, avant de bien comprendre quel type de marché t'aimes, quel type d'entrepreneur t'aimes, parce que ça varie en fonction des VC. Je pense pas que t'aies une bonne réponse sur le bon entrepreneur, de mon point de vue en tout cas, tu vois. Complètement. Et toi, ça t'a peut-être aidé à découvrir quel sujet t'aimes et quel type d'entrepreneur t'aimes. Complètement. Je le sens direct. En fait, souvent le problème, c'est les biais. Et ça, les biais, ça reste toujours un gros sujet dans le VC. C'est un sujet qu'a beaucoup étudié Cyril Bertrand, l'un des partenaires d'Xange. Et en fait, malheureusement, au bout de 2 minutes, c'est clair comme de l'eau de roche si tu veux investir ou pas, tu vois. Tu vas potentiellement investir ou pas, tu vois. Attends, vas-y, prends ton temps. Vas-y. Pardon. Ouais, du coup, c'est clair comme de l'eau de roche si tu vas investir ou pas, parce qu'en 2 minutes, tu vois si tu vois l'énergie, tu vois le ton, tu vois comment s'enclenche la discussion, tu vois vite les choses, tu vois le profil du mec, tu vois ce qu'il te raconte, et tu sais vite en fait si ça va le faire ou ça va pas le faire. Ok. Et malheureusement, je trouve que c'est trop rapide, tu vois. C'est pas normal en 2 minutes de se faire une conviction aussi rapide. Et ça, j'essayais toujours prendre du recul là-dessus, et de pas être FOMO direct sur l'attitude de l'entrepreneur et son track, etc. Mais plutôt me poser des questions, même après 30 minutes, même après 2 calls, même après 3 calls, est-ce que c'est vraiment le bon entrepreneur pour ce sujet? Ok. Donc ouais, ça c'est voilà, donc ça c'est une question sans fin, hein. C'est l'analyse des entrepreneurs, c'est une question sans fin, mais c'est super cool de les voir. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est de les voir dans le nom, parce qu'en fait, métier de VC, malheureusement, tu dis tout le temps non, tout le temps non. Et ce que j'adore de voir à chaque fois, c'est que quand tu les appelles et que tu leur dis finalement on va pas investir, et que c'est toi qui le fais, tu vois en fait à quel point c'est des mecs très forts. C'est-à-dire qu'il va te dire ok, non mais t'inquiète Mouad, c'est super ton feedback, nous on y croit, on va avancer, avec plaisir de se tenir au courant, blablabla, tu vois. Et c'est là où tu vois la tonalité d'entrepreneur. Donc si j'étais un peu un VC psychopathe, avant de mettre une term sheet, tu dirais non. Je dirais non et voir sa réaction. Mais c'est clairement il est des psychopathes. Mais ça serait un super signal en vrai, parce que j'adore. En fait, finalement, je suis toujours un peu patraque avant de les appeler, et à la fin, quand je ressors, je suis toujours le sourire dans la majorité des cas quand ça se passe bien. Et c'est là où tu te dis que c'est quand même un métier cool de parler à des gens aussi droit dans leur botte. Ouais. Et donc tu fais cette année chez Xange. Qu'est-ce qui se passe après pour la suite? Pourquoi tu pars d'Xange, et comment ça t'aide à trouver ton nouveau taf? Est-ce que t'étais plutôt en mode ok, je suis allé dans une startup, j'ai fait du VC, je peux monter mon truc parce que t'as une ADN entrepreneuriale, ou comment t'arrives en fait sur la réflexion plutôt ok, go Vasco? Alors, en octobre, je rencontre Victoria Dallo, que tu connais très bien, et dans le très bien, on s'est parlé, elle est incroyable, et elle va venir ici, mais trop bien. Je la connais pas encore assez. Tu passeras le bonjour quand tu la verras.
Écoute, Victoria, je l'avais en octobre et elle me parle, elle était en plein process, elle était chez Serena, elle est en stage. Moi au début on se parlait plutôt café Vici et finalement pendant le café on parle que de ça. Et elle me dit écoute moi là je suis en process, je réfléchis à rejoindre une boîte en tant que premier employé et elle m'explique sa thèse, tu vois. Elle me dit je cherche des entrepreneurs, repeat entrepreneurs ou C-level ou C-level ou VP ou head of dans une top scale-up, profil très entrepreneur. Qui sont sur un sujet tech, qui recherchent un rôle, quelqu'un, un founder associate, qui est la boîte est à peine visible, tu vois. C'est à peine si elle est en stealth mode, très extrême là-dessus. Mais quand même une startup qui a levé. Mais une startup qui vient de lever du vraiment poste précis de tout frais, quoi. Okay. Avec des bons invests. Okay. Donc elle m'explique ça et elle me dit, je lui dis mais attends mais du coup tu vas faire quoi là-bas? Elle me dit, et là elle m'explique le rôle et on en reparlera. Et donc là elle plante la graine. Tu vois. On était en octobre. Moi j'ai rejoint Accenture en septembre. Bon, c'était pas encore trop mon focus de me dire ce que je vais faire plus tard, mais c'est quand même important d'avoir de la vision. Et du coup, elle plante la graine et en fait à chaque fois, parce que j'ai passé mon temps à répondre à cette question, qu'est-ce que tu vas faire, je répondais ouais après soit du VC, soit du VC, soit founder associate, soit je vais voir quoi. Dans tous les cas, j'aurai du chômage, c'est souvent ce que je disais. Et en fait, je refais un déj avec elle et là, elle m'explique en détail son rôle, parce que là elle était dedans du coup à ce moment-là. Okay. Du coup elle m'explique en détail le process. En fait j'arrive, j'ai plein de questions, tu vois. Je lui dis écoute franchement moi j'ai plein de questions et en fait elle a passé le déj à me parler, tu vois. Moi j'ai pas beaucoup parlé, elle a passé le déj à me parler et ça me convenait très bien. et en fait elle m'a expliqué tout le process, toutes ses galères, comment elle a fait, son rôle, tous les conseils. Et je dis ok. Je la trouve super précise dans sa réflexion là-dessus, ouais. Dans sa réflexion et même dans le type de travail que tu pourrais avoir à faire en tant que premier employé dans une startup. C'est quand elle te dit ça va juste dépendre de déjà toi tes skills, des skills des fondeurs, de le type de boîte que tu vas rejoindre. Ça te dit en fait t'as pas vraiment de fiche de poste quand t'es premier employé d'une startup. T'as autant de types de jobs que de startup et t'as pas un truc unique. Je la trouve complètement. Ouais complètement. Elle est très fine dans son analyse et ouais et du coup là c'est bon. Je dis ça me parle. En fait, elle met des mots sur des choses que j'avais pas encore conscientisées, tu vois. Et donc là, c'est très cool. Là, je commence à affiner ma réflexion. Je me dis, c'est ça qu'il faut que vers cette direction, c'est vers là où je dois me diriger. Et à chaque fois maintenant que les gens m'en parlent, je continue à pitcher ça. Et je finis. En fait, en juin, je commence à monter en puissance sur l'après Xange parce que je pars fin septembre. Et là, je parle à 2-3 entrepreneurs, et dont Hervé de Grève, donc le fondateur de Vasco. Je commence à réfléchir à fond réno énergétique. Alexis me dit qu'il a vu Hervé, qu'il est top, et qu'il attaque un sujet du financement. Et moi, je dis, mais attends, mais incroyable, le sujet du financement, tout le monde m'en parle, mais personne l'attaque dans la réno énergétique. Du coup, il faut que je lui parle. Et là, je vois le setup de la team, je vois le profil et tout, et je me dis, je sais pas pourquoi, je vais le contacter, je vais lui parler de ma volonté de potentiellement rejoindre une boîte en tant que premier employé, que Vasco, ça m'intéresse clairement. Okay. Parce que moi, une ligne importante par rapport à ce que racontait Victoria, ce que j'ai intégré, c'est le côté impact, c'est-à-dire rejoindre une boîte où il y a quand même une dimension impact. Mais sinon, j'étais d'accord de tout point par rapport à ce qu'elle disait, sur ce que je t'ai dit tout à l'heure et du coup ce qu'elle me disait à l'époque. Et du coup, j'envoie un message LinkedIn. Moi, je suis très clair sur le message LinkedIn. Je lui dis, écoute, Alexis m'a dit beaucoup bien de toi, mais viens, on se parle parce que j'aimerais bien rejoindre Vasco comme premier employé, blablabla. Et j'exprime quand même ce besoin, ce que m'a pas trop conseillé Victoria. Victoria me conseillait plutôt d'être un peu plus flou, étant donné que j'avais cette casquette VC qui était quand même une force pour parler à ces entrepreneurs. Moi, j'ai préféré quand même être clair, d'autant plus qu'il parlait avec Alexis côté Xange, donc j'étais quand même très clair. Et c'était ma méthode à chaque fois d'être clair, comme ça au moins, s'il prend un call, c'est qu'il y a un minimum d'intérêt. Okay. Et du coup, je fais ce call. Gros coup de cœur. Pendant 1 heure, on parle avec Hervé et c'est un gros coup de cœur. Il me dit, écoute, moi, tu prêches un convaincu. J'ai vu ce que chez c'est Sunday d'avoir des gens très, très drivés, ambitieux au début d'une boîte. C'est hyper important. C'était pas forcément le cas dans la boîte que j'avais créée et qu'il a revendue, etc. Donc, il me dit, écoute, tu prêches un convaincu. Et en fait, on se tape dans la main, on se dit, écoute, en fait, moi, je peux pas te recruter si j'ai pas levé. C'est clair. Et je c'est très bien. C'est trop bien qu'on ait ce contact en amont. Aide-moi comme tu peux. Et du coup, je vais essayer de l'aider
comme je peux. Donc je lui fais 2-3 intros, je l'aide sur son deck, on se WhatsApp souvent, etc. Et comme ça, moi, ça me permet un peu de bosser avec lui sur des trucs toi qui de te me faire vraiment ta conviction et lui de se faire sa conviction exactement. aussi. Donc c'était un super win-win et ça me prenait vraiment pas beaucoup de temps. C'était pas une mission de lever, loin de là. Je m'étais toujours promis de pas le faire parce que c'est souvent le biais que tu peux avoir. Ah mais vas-y, tu vas m'aider à faire ma levée et tout. Non, je suis pas dans une initiative court terme là. Je suis dans une initiative long terme. Je cherche une opportunité sur le long terme. Bref et en fait, c'est moi passer avec Hervé à échanger sur tout et n'importe quoi, à garder un contact naturel. Je me suis dit en fait, il est clairement en pole position en termes de fit, tu vois. Il est clairement en pole position en termes de fit sur de tout point. Ça coche toutes les cases que je te citais tout à l'heure. Et je me dis il faut y croire à Hervé. Sauf que Hervé, ça prend du temps à lever. Moi entre temps, je me dis j'en ai un peu marre j'ai pas envie de lancer des process, etc. Et je t'ai même envoyé un WhatsApp et tu peux le retrouver. Et je le sais que je t'ai envoyé ce WhatsApp. Je t'ai dit écoute Hervé, il est grave chaud, franchement, j'en suis quasiment sûr que ça va le faire. Mais là, j'ai envie de tester de lancer un MVP. J'ai rien à perdre sur les 2 prochains mois, tu vois. Ouais, je t'avais dit ça texto. Ouais, t'étais. Bah là, en fait, moi, je savais pas que t'étais en process avec Vasco ou que tu voulais les rejoindre. Enfin, j'avais en tête, mais je m'étais dit, enfin, je pensais que c'était que tu voulais plus. En fait, là, je me dis, ok, il va monter une boîte. Avec en fait, avant de monter une boîte, l'idée, en fait, voilà, moi, ce que je voulais, c'était lancer un truc rapidement, tester un truc rapidement, m'occuper. Allez, c'est parti, on teste, on rigole un coup et on y va. Et j'ai fait ça avec Maxime. Ça, j'en parle spécifiquement dans un autre podcast où je parle de l'échec dans l'entrepreneuriat et je vais pas trop rentrer dans le détail, mais le podcast et comme ça, les gens iront. C'est le podcast de mon asso, donc Start Saclay, qui s'appelle Immediate Takeoff. Il y a eu pas mal de gars cool, le fondateur de Lydia, de Alma, de Pimpmont, etc. Il y a des gens assez cool. Sauf que moi, je suis tombé sur le podcast où le son est vraiment pas terrible, bien moins bon, en tout cas, je l'espère, qu'aujourd'hui. Donc, je l'ai écouté. Franchement, je parle que de ça. Je parle de tout ce qui s'est passé durant ces mois de transition où je me cherchais un peu et potentiellement lancer un projet qui a pris un peu d'ampleur, mais qui s'est vite calmé. Enfin bref. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver moi sur ce podcast-là. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Malheureusement, ouais. Et voilà. Donc, et du coup, Hervé, lui, donc moi. C'est un long process de, en fait, 6 mois avant de rejoindre Vasco. Et au final, ça le fait. Parce que le timing dans les discussions pour trouver un rôle de founder associate, il est vénère. En fait, c'est dur. Okay. J'ai eu une quinzaine d'échanges avec des founders à chaque fois. Ah, mais c'est hyper intéressant. Mais écoute, là, c'est pas trop le moment. Ils ont à peine levé ou ils vont lever. Ils savent pas quand est-ce qu'ils vont lever. Ils ont levé, mais ils vont peut-être pas recruter. Enfin, tu vois, c'est très compliqué. Et le timing, le croisement, aligner les étoiles au bon moment, lui faire partager un besoin, ça se trouve un besoin qu'il a à peine identifié, etc. C'est très compliqué. Et c'est d'une part le fit qui a fait la différence avec Hervé, et c'est aussi sa conviction à Hervé qu'effectivement c'est une super idée d'avoir quelqu'un comme moi en tant que premier employé pour attaquer les sujets que je t'ai cités tout à l'heure. Écoute, c'était un long chemin. Et c'est ce qu'on dit avec Hervé, c'était un long shot, quoi. Mais LinkedIn en juin, j'arrive chez Vasco le 8 avril. Boum. Donc, du coup, mais j'ai des potes, par contre, qui ont eu leur truc très rapidement et qui ont beaucoup de chance. Donc en fait, c'est une question de chance. Et sauf que moi, dans ma vie, j'ai pas été très chanceux. Je pense que c'est après, très preneur d'avoir tes conseils pour rejoindre une startup en tant que premier employé, mais je pense que tu as aussi, quand tu as fait du VC, un peu ce truc de se dire ok, il faut que je fasse attention dans la startup que je vais rejoindre, et ça augmente forcément ton exigence d'être passé par du VC pendant un an. Ça, mais grave, oui, complètement. En fait, l'algorithme, il est clair, tu vois, tu l'as. Tu sais comment analyser le business de la boîte, tu sais comment analyser les founders, tu as fait les deux, c'est bon, tu sais si c'est go, no go, tu vois. Et ça réduit ton champ des possibles. Oui, ça réduit le champ des possibles. Sur les boîtes que tu vas rejoindre. Exactement. Et ça réduit le risque. Et ça m'a beaucoup aidé, ouais, effectivement. Ok. Et donc là, sur les conseils, déjà, même pour rentrer en VC ou pour rentrer dans des postes de fondeur associé, en fait, globalement, pour rentrer dans des métiers compétitifs en tech, toi, c'est quoi ton conseil numéro 1
Soyez proactif. Moi, c'était la clé de toutes mes expériences, c'est la proactivité. Parce que en fait, dans le cas d'un founder associate, premier employé, tout ça, en fait, votre rôle dans la boîte, c'est ça, c'est d'attaquer des sujets qui sont identifiés par les entrepreneurs ou pas, et de les prendre à bras le corps et de les exécuter, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Soyez proactif. Ensuite, deuxième chose, négligez pas votre entourage, votre réseau, etc. Ça aide beaucoup, et moi, je continuerai sans cesse d'aider ceux qui me contactent. Donc n'hésitez pas à solliciter les gens sont plutôt à l'écoute dans l'écosystème, ça c'est une vraie force, ce qui n'est pas le cas dans notre industrie. Et ensuite, concentrez-vous vraiment sur les personnes, parce que l'humain il est hyper important. Moi, si j'ai adoré mon expérience chez Xange, c'est parce que c'était un terrain de jeu pour moi. Pourquoi c'était un terrain de jeu? Parce que j'avais le coach Nicolas qui me faisait confiance et avec qui ça se passait bien, avec qui on rigolait bien. Et ça a toujours été une relation qui a été saine, positive, etc. Et aujourd'hui chez Vasco c'est pareil. Vasco, j'ai pas l'impression que c'est mes premières semaines chez Vasco, dans le sens où en fait je le connais depuis juin, et depuis juin on s'appelle, depuis juin j'ai vu toutes ces péripéties, et j'arrive aussi avec beaucoup de lucidité sur le business. Et donc 4e conseil, soyez pas naïfs. Il n'y a pas d'expérience parfaite, tu vois. Là, on parle vite de sujets, on tombe vite dans du storytelling. Il n'y a pas d'expérience parfaite. Il y a des trucs que j'ai adoré chez Xange que j'ai pas aimé, et des trucs que j'adore chez Vasco et des trucs que j'aime moins. Et ça, c'est le jeu. Et là, ma force aujourd'hui chez Vasco, c'est que comme voilà, j'ai vu les entrepreneurs, les fondateurs, pas mal galérer dans leur levée de fonds, pas mal galérer dans certains axes de leur développement. En fait, j'arrive avec beaucoup de lucidité. Et tu sais aussi sur quoi tu peux renforcer la boîte. Exactement. Et tu vois, Victoria me disait ça. Elle me disait clairement, à l'époque, elle me disait attention, moi, faut faire attention, c'est pas tout beau tout rose. Il y a plein de gens qui se sont trompés, etc. Parce que voilà, votre investissement, il se fait sur l'équipe, et donc pensez bien cette question-là, parce que elle en recouvre cette question recouvre des centaines de questions à se poser pour savoir si c'est la bonne équipe ou pas. Et après, voilà, soyez au fait qu'il y a du risque, et qu'il faut essayer de le maîtriser, ce risque, par les conseils que je viens de donner, qui sont assez généraux, mais globalement, dans tout ce que je dis depuis tout à l'heure, il y en a quand même quelques-uns à renoter. C'était hyper intéressant. Franchement, merci beaucoup, Mouad. On est allé loin dans ton passé. Franchement, content de voir. Tu vois, je pense que tu viens d'endroits différents que beaucoup de gens dans la French Tech. Donc félicitations pour le chemin parcouru. C'est que le début. Merci. On est jeunes. Ouais. Mais en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur ce podcast. Merci d'être venu. Je t'en prie, écoute, c'était super cool, et je savais pas qu'on allait parler autant, et c'est trop bien, super format. Et maintenant, c'est à toi de passer derrière le micro. Ouais, mais je suis moins talentueux. Merci, mais en tout cas, merci. Ciao. Ciao.